Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Salman Fondi, l'organisatrice du colloque sur la Moyenne et Proche-Orient. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être aussi nombreux ce soir et d'avoir répondu présent aux diverses conférences. Je tiens ensuite à remercier notre intervenant, M. Didier Leroy, M. Joran Hu, M. Louis Montaille et M. Emery. Donc, petit changement de programme, désolé. Nous avons été prévenus ce matin à 11h que M. Robin Beaumont et M. David Cumin ne seraient pas présents. Donc on était un peu en période de gestion de crise cet après-midi, je pense que vous l'imaginez bien, pour vous trouver des intervenants. Donc on a trouvé une solution. Je vais vous présenter les intervenants. Donc on a tout d'abord M. Didier Leroy, qui est chercheur à l'École royale militaire de Belgique, l'ERM, et assistant à l'ULB. Il est chercheur aussi associé à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de l'UQAM, qui va nous parler ce soir du Hezbollah face à Daesh, la guerre des terrorismes en Syrie. Nous aurons ensuite M. Joran Hu, qui est en Master 2 de Recherche, Sécurité internationale et de Défense, qui est réserviste depuis 3 ans, qui fait son mémoire sur le travail sur les processus de légitimation identitaire des forces armées en zone proche-orientale, qui va nous parler de dire le terrorisme. Ensuite, nous aurons M. Louis Montaille, ici présent, donc, qui est en Master 1 RI Sécurité Défense, qui est réserviste dans les chasseurs alpins. Et nous aurons M. Emery qui va arriver à 18h30, qui est spécialiste des prises d'otages, qui va nous parler justement de l'impact et le rôle de plus en plus violent des démocraties de l'Occident dans leur réaction face aux prises d'otages au Moyen et Proche-Orient. Je tiens ensuite à remercier l'association Polygone de nous avoir aidés tout au long de ce colloque. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants, en commençant par M. Joran Hu. Merci. Algérie, Tunisie, Égypte, Nigeria, Yémen, Libye. Tous ces pays vous évoquent peut-être différents continents, différentes zones, et pourtant tous ces pays sont rassemblés par un seul élément. L'ennemi aujourd'hui numéro 1 de la France et de nombreux pays. L'ennemi qui a donné son visage lors des attentats en janvier et en novembre dernier. Ils ont tous donc en commun l'élaboration et l'installation d'éléments ayant prêté allégeance à Daesh. Mais peut-être devons-nous prendre le temps de la réflexion, et c'est ce qui est intéressant, ce qui aurait été intéressant aussi également avec les autres intervenants qui ne sont pas là, mais je pense que M. Leroy et M. Emery compléteront également très largement cette tâche, de se rejoindre en ijtihad. Donc pas en djihad, mais en ijtihad. De faire ce qui est appelé l'effort de la réflexion, de faire cet effort de réfléchir, de prendre le temps de penser, et de se demander finalement, voilà, terrorisme, ce que ça peut bien vouloir dire, ce que sous-entend ce terme. Nous avons une petite question. Est-ce qu'il y a des Bretons ou des Corses dans la salle? Ok, d'accord, j'en ai quelques-uns, très bien. Il y a 40 ans, vous étiez terroristes. C'était vous les terroristes. Voilà. La question est là. C'est-à-dire que le terrorisme est un terme sur lequel on met des éléments bien différents ensemble. Il y a 40 ans, effectivement, le terrorisme était plus un terrorisme de revendication d'autonomie, de revendication d'indépendance. L'exemple de la Bretagne et de la Corse s'impose de même avec l'armée républicaine bretonne. Bon, les Corses, je ne vous donnerai pas d'exemple, je pense que vous les connaissez suffisamment. Mais voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas un terrorisme, il y a des terrorismes. Puisque finalement, ce qu'on peut appeler le terrorisme n'est qu'une multitude en fait, de modes d'action qui ont pour fonction la peur, la terreur, qui sont menés par des éléments individuels ou collectifs et qui sont portés à des fins précises par une idéologie. Et justement, là où c'est intéressant de visionner cela, c'est que s'il y a des terrorismes, que signifie donc de faire la guerre contre le terrorisme? Faire la guerre contre le terrorisme, lequel? Quel terroriste? Où
vous citais tout à l'heure une liste de pays, effectivement, voilà, entre le Yémen, la Libye, la Syrie, ou même l'Afghanistan, que j'ai oublié, il y a quand même un certain delta de distance. Comment faire la guerre contre le terrorisme? Qui sont, entre guillemets, des terroristes? Aujourd'hui, justement, la question s'est posée en 2015 en France sur comment identifier les personnes qui peuvent effectuer des attentats. Finalement, peut-être que, de manière un peu provocateur, on peut remercier Daesh, finalement. Puisque Daesh territorialise le terrorisme, il l'identifie, il met un visage, il crée ce visage de l'ennemi qui nous permet de dire oui, c'est toi que je veux combattre, c'est toi mon ennemi, comme on avait lors de la guerre froide, comme on avait à d'autres époques. Sauf que ce visage, il est recouvert d'une facette toute particulière, la facette du religieux. Cette facette du religieux, en fait, joue sur un imaginaire collectif et sur des appréhensions émotionnelles qui permettent de légitimer des actions, qui permettent de légitimer la création de ce fameux califat au sein même d'une Syrie et d'un Irak historiquement marqués, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que si vous êtes là, vous devez quand même le savoir un peu, Damas et Bagdad sont des villes à forte connotation historique pour le monde arabo-musulman. Finalement, nommer les choses, savoir dire ce que sont ces choses, ces éléments, ces terroristes, ces modes d'action du terrorisme, c'est pouvoir également identifier, c'est pouvoir cibler, c'est pouvoir dire l'ennemi. Daesh, c'est affirmé à double mesure sur la Syrie, puisqu'il n'est pas revendiqué, il ne se revendique pas en Syrie comme terroriste, il se revendique comme force armée légitime sur un territoire, il se revendique comme groupe armé ayant conquis ce territoire, ayant rétabli le califat, et cela par une directive complète, notamment la déclaration du califat qui a eu lieu au milieu de l'année 2014. Et pourtant, bien que se définissant comme une force armée sur un territoire donné, il va agir avec des modes d'action qui ressemblent à des modes d'action de son père spirituel, à savoir Al-Qaïda. C'est-à-dire des réseaux, création de réseaux, de cellules, allégeances, puisqu'on a du coup des allégeances des différents éléments au sein des différents États. Et également, bien évidemment, tout ce qui est des attaques hors de son territoire donné. Des attaques terroristes, bien sûr ce qu'on appelle des attaques terroristes, c'est-à-dire finalement des attaques qui permettent de décaler un axe d'effort, de décaler l'axe d'effort, l'axe de concentration des attentions sur un territoire vers une attention plus interne, vers une attention plus de protection. Je me protège, je dois me protéger contre cet ennemi qui est là mais qui est nulle part, qui est quelque part, qui a un visage de 3, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, et justement, c'est ainsi qu'il joue. Pouvoir dire l'ennemi, donc, c'est pouvoir le reconnaître. Mais dire l'ennemi, c'est également s'inscrire immédiatement dans une relation. À ce niveau dialectique, il est intéressant justement de s'interroger sur les différentes nominations. Au départ, on l'appelait État islamique, ensuite ça a été État islamique en Irak et au Levant. Puis ensuite, ça a été Daesh. Forcément, Daesh parle beaucoup moins que État islamique, puisqu'on ne reconnaît pas l'aspect étatique. État islamique, on entend État. Pourtant, Daesh, si on s'intéresse plus à la signification du mot en arabe, on a vraiment État islamique en Irak et au Levant. Dire donc Daesh, tout autant que dire ISIS, tout autant que dire État islamique, c'est dire un État, c'est reconnaître l'existence d'un ennemi. Mais le reconnaître, finalement, est peut-être mieux pour pouvoir également identifier, pour pouvoir cibler l'ennemi. Puisque l'intentionnalité dans le refus, autrement dit l'intentionnalité dans le non-dire de l'ennemi, peut, dans ces cas-là, s'associer à un déni
ou à ne pas voir ce qui s'impose à nous, à ne pas voir la réalité d'aujourd'hui. Alors je ne m'attarderai pas, mais m'élongerai pas sur plus de détails sur ces éléments. Voilà, je suis loin d'avoir les qualificatifs, les qualifications et les compétences des autres intervenants. Mais finalement, voilà, ce que je voulais dire, c'est que dire les choses, dire l'ennemi, mettre le visage de l'ennemi, ça permet de le comprendre, ça permet de l'analyser, et ça permet de le penser. Et finalement, pour penser, comme le disait un auteur indépendantiste breton, puisque finalement il faut les citer, ces indépendantistes, à chacun l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. Bien, alors je vais d'abord m'adresser tout au fond. Est-ce que l'on m'entend correctement? Pas trop fort, pas trop bas? Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'aimable invitation à Polygone. Je suis ravi d'être avec vous tous ce soir. Merci également pour l'excellente introduction qui plante un petit peu un décor philosophique qui pousse à réfléchir. Je pense que mon apport ce soir sera davantage un apport d'ordre empirique et géopolitique, qui comporte malgré tout une petite dimension philosophique, ne fût-ce que dans le titre de la présentation, puisque le titre insiste intentionnellement sur le passage du paradigme que vous avez tous connu sous George W. Bush de la guerre contre le terrorisme, et qui souligne donc la transition vers le feu arabe qui consume actuellement la zone à cheval sur la Syrie et l'Irak, et où finalement tout le monde est terroriste pour quelqu'un ou pour son ennemi, puisque lorsque vous regardez une carte de la région, vous avez l'État islamique qui, bien entendu, est reconnu comme terroriste. L'État islamique se bat contre les Kurdes, dont le PKK est le terroriste principal de la Turquie. Vous avez un peu plus loin l'État islamique qui se bat contre Jabhat al-Nusra, la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, qui est également terroriste, et Jabhat al-Nusra, un peu plus loin, se bat contre le Hezbollah libanais, qui est également reconnu comme une organisation terroriste par la moitié de la planète. Donc en gros, on ne s'y retrouve absolument plus, et cela permet déjà de mesurer quelles sont les limites, voire le caractère insensé, de cet outil politique qu'est le blacklisting, la labellisation terroriste. Donc voilà un petit peu qui fait la jonction avec la réflexion un petit peu philosophique de ce début de soirée. Il m'a été demandé de parler du Hezbollah libanais, principalement. Je vais évidemment surtout m'intéresser à ce qu'il a été occupé à faire ces dernières années, dans le contexte du conflit syrien, et de plus en plus en contact avec son ennemi juré d'un point de vue idéologique, à savoir l'État islamique. Alors, bien qu'il s'agisse de il s'agit de deux acteurs qui sont géographiquement relativement éloignés, qui sont donc principalement amenés à être en contact en Syrie. Donc, le conflit syrien est un petit peu le trait d'union géographique entre ces deux acteurs, même si d'un côté nous avons un Hezbollah libanais qui a envoyé plus de 250 conseillers militaires à Bagdad depuis la chute de Mossoul, donc la montée en puissance de l'État islamique, afin d'aider les milices fraîchement constituées du côté chiite irakien suite à l'appel de l'ayatollah Sistani pour lutter contre cette nouvelle menace, et que de l'autre côté nous avons un État islamique qui a déjà frappé à plusieurs reprises le Hezbollah libanais dans ses zones d'influence, la banlieue sud de Beyrouth tout particulièrement, à travers donc des attentats suicides notamment, et en empruntant très sournoisement la porte d'entrée palestinienne, c'est-à-dire qu'il n'a pas frappé le Hezbollah n'importe où. Le dernier attentat en date, qui remonte déjà maintenant de nombreuses semaines, s'est déroulé dans le quartier de Burj al-Balajne, qui est à la lisière de la banlieue sud de Beyrouth, et qui est également connu pour le camp de réfugiés palestiniens du même nom. On mesure donc dans quelle mesure
on jauge donc dans quelle mesure l'État islamique a essayé de justement attiser les tensions sectaires en enrôlant ou en prétendant avoir enrôlé des kamikazes palestiniens sunnites pour s'en prendre au Hezbollah, qui est le voisin direct. Nous sommes dans une zone démographiquement surpeuplée où la promiscuité est énorme et où le savoir-vivre ensemble est déjà un petit peu compliqué de manière générale. Alors avant d'entrer dans les détails de l'engagement militaire du Hezbollah en Syrie, je pense qu'il est bon de rappeler que le Liban s'est officiellement déclaré comme neutre vis-à-vis du conflit dans l'État voisin, à travers notamment la déclaration de Barabda, qui est un document co-signé par la plupart des partis politiques libanais, en tout cas les plus influents, dont le Hezbollah. Alors malgré ce positionnement officiel, il y a évidemment eu des comportements officieux qui sont apparus. Donc on a fait en fait exactement le contraire de ce que l'on avait déclaré, puisque à la fois le Hezbollah s'est engagé massivement en Syrie, dans une logique top-down, puisqu'il s'agit d'une organisation fortement structurée, il y a une stratégie géopolitique derrière son action, et de l'autre côté, du côté sunnite, plus particulièrement dans les régions du nord, le Akkad notamment, avec la ville de Tripoli, qui est probablement le foyer principal de recrutement, nous avons là eu une sorte d'engagement dans une logique plutôt bottom-up, puisqu'il s'agissait dans la plupart des cas d'initiatives personnelles de partir se battre en Syrie, des trajectoires individuelles qui ont été canalisées par des réseaux plus informels et qui ont ensuite filtré vers la Syrie, avec l'appui de formations politiques telles que le Courant du Futur, le principal parti sunnite libanais aussi. Donc, ceci étant dit, je vous propose donc de faire un zoom sur le protagoniste chiite dont il est question ce soir, et je vais peut-être, je pense qu'il est bon, on a en plus un petit peu plus de temps que prévu, donc on est à l'aise, donc je vais en profiter pour rappeler un petit peu en quoi consiste ce que j'appelle le phénomène Hezbollah, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'une force paramilitaire ou d'un parti politique. Je pense qu'il est bon de rappeler, lorsqu'il est question du Hezbollah libanais, de rappeler donc le fait que lorsqu'on parle de ce phénomène, nous entrons dans un sujet autour duquel gravite un débat qui est caractérisé par le clash de deux discours. Nous avons d'un côté le discours du terrorisme, le Hezbollah terroriste. Face à ce discours se présente le discours du Hezbollah résistant. Alors le premier discours est un discours qui est socialement créé par l'État d'Israël. Ce discours est relayé par son allié principal qui est les États-Unis d'Amérique. Et ce discours a joui, en tout cas ces dernières décennies, d'un soutien relativement fort dans nos régions, notamment Europe occidentale, parmi d'autres régions du monde. De l'autre côté se dresse donc le discours du Hezbollah résistant, qui est également un discours socialement construit, qui est créé et qui a été créé par le Hezbollah lui-même, qui est un discours qui a été relayé à ses alliés régionaux, que sont notamment la Syrie et l'Iran, et qui est un discours qui a trouvé un soutien certain, quoique fluctuant, dans le monde arabo-musulman d'une manière générale. Alors lorsque l'on mène des recherches en sciences sociales sur le Hezbollah, ça a été mon cas puisque j'ai fait ma thèse sur ce sujet, je m'y suis donc attardé pendant plusieurs années, on se rend rapidement compte que la réalité sociologique du phénomène Hezbollah va bien au-delà de ces deux discours qui sont des caricatures, des parcelles de vérité. Ce sont deux facettes qui coexistent, mais qui ne traduisent que des parcelles de vérité. Il faut donc réaliser à quel point le phénomène Hezbollah est à la fois quelque chose de beaucoup plus complexe que ces deux discours, et quelque chose aussi d'une plus grande magnitude, comme vous le montre notamment cette photo-ci, qui a été prise dans la banlieue sud de Beyrouth en 2006, au lendemain de la guerre des 33 jours qui a opposé la composante armée du Hezbollah à l'armée israélienne. Conflit que le Hezbollah a récupéré comme étant sa victoire divine. Ça n'a pas été véritablement une victoire, l'infrastructure du Liban était complètement défoncée, il y a eu 10 fois plus de victimes du côté libanais que du côté israélien. Néanmoins, il faut lui accorder que c'était en tout cas la première non-victoire israélienne. Voilà la manière la plus nuancée de décrire la chose. Quoi qu'il en soit, le Hezbollah a organisé très vite donc ce rallye de la victoire, à l'occasion duquel il est parvenu à rassembler dans la zone la plus bombardée du pays, no man's land presque, ça ne se voit pas sur la photo, mais croyez-moi, j'y étais, c'était vraiment une zone complètement
ravagée, dans les blocs qui avoisinent cette faute-ci, qui a donc parvenu à rassembler 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est presque un quart de la population nationale de l'époque. Le Liban comptait 4,5 millions de citoyens en 2006. Il y en a 1 million de plus depuis la crise syrienne, avec les réfugiés que cette crise a fait affluer. Mais donc on se rend bien compte que c'est un phénomène qui dépasse largement un agenda anti-israélien ou même la communauté chiite. C'est vraiment quelque chose d'une magnitude assez importante. Autre chose, il est important aussi de réaliser qu'il s'agit d'un mouvement qui, à la base, était une force paramilitaire, qui a muté ensuite en quelque chose de beaucoup plus complexe, je vais y arriver dans quelques instants, mais dont l'idéologie a évolué avec le temps. On a souvent tendance à présenter le Hezbollah comme étant une sorte de bloc idéologique immuable, pro-iranien à 100%. Alors, c'est clair qu'il est très pro-iranien, difficilement dire le contraire, mais en tout cas, la plupart des chercheurs qui ont travaillé sur l'idéologie du parti ont très justement pu distinguer plusieurs phases de maturation idéologique, puisque durant les premières années d'existence qui se dérouleraient, je dirais, de 1978 à 1985, qui a présenté surtout une idéologie religieuse. À partir de 1985, ce proto-Hezbollah, puisqu'il n'avait pas encore de nom jusque-là, devient le Hezbollah, puisqu'il s'annonce, il annonce sa création officielle à travers la publication de son manifeste dans la presse libanaise, et présente à partir de 1985 donc une idéologie de plus en plus politique. Ça ne veut pas dire que le religieux disparaît, bien sûr que non, mais disons qu'il y a une saillance de l'idéologie politique qui est relativement marquée, une idéologie politique qui se cristallise en un programme politique à partir de 1992, date à laquelle se déroule, année durant laquelle se déroulent les premières élections parlementaires après la fin de la guerre civile qui a déchiré le pays pendant 15 ans, 1975 et 1990. Je ne me suis pas trompé, malgré le piège que ces dates-là présentent pour un Belge qui aurait pu être tenté de parler de 70 et 90. Donc vous m'excuserez s'il y a un lapsus de ce type qui apparaît à un moment de la présentation. Alors cette phase où le programme politique a pris le devant, donc à partir de 1992, s'est prolongée jusqu'en 2013. 2013 étant une année pivot, celle de l'engagement militaire en Syrie, qui marque en fait le recul de tout ce qui concerne l'idéologique au second plan, au profit d'une stratégie de survie pure et simple. Donc j'y reviendrai dans quelques instants. Donc on a donc une pragmatisation idéologique d'un côté, alors de l'autre côté, pour l'aspect plus structurel de l'organisation, je pense qu'il est assez juste de parler d'une arborisation structurelle, puisque en 1982, évoqué 78 c'est l'année durant laquelle on retrouve les premières traces d'idéologie dans la partie septentrionale de la plaine de la Bekaa. Mais 1982 est l'année durant laquelle le Hezbollah en tant que force paramilitaire est activement créé dans cette fameuse plaine de la Bekaa par le biais de l'envoi de 2000 Pasdaran, des gardiens de la révolution islamique iranienne, afin de constituer une nouvelle force résistante proprement chiite pour contrebalancer la force préexistante mais qui fait progressivement preuve de compromission, à savoir le mouvement Amal. On va y revenir dessus plus tard si vous le souhaitez. Donc on a une force paramilitaire en 1982 qui est créée et qui, au fil des années, a muté en quelque chose de beaucoup plus complet, qui s'est affublé donc d'un bureau politique, qui est devenu le principal parti politique, en tout cas le plus influent à l'échelle du Liban aujourd'hui, qui a développé aussi une foule d'institutions, de Muassasat Ijtimaï, il y a des institutions sociales, des ONG, des charités, qui prennent en charge absolument tous les aspects de la vie quotidienne de la communauté chiite, notamment au Liban. Il a développé un attirail médiatique très impressionnant aussi, puisque au-delà des moyens de communication de proximité qu'il a rapidement exploités, comme les affiches, les discours, les processions dans ces zones d'influence, le Hezbollah s'est très vite muni d'un journal hebdomadaire, d'une revue mensuelle, une station de radio, une chaîne télévisée, la fameuse Al-Manar, qui est devenue chaîne satellitaire au début des années 2000, qui ensuite s'est muni d'une batterie assez impressionnante de sites internet, qui a même développé des jeux vidéo, enfin qui a véritablement investi tous
les champs de la communication possibles et imaginables, et qui, sur le plan financier aussi, est devenu progressivement, je pense, autonome, attention, en contexte de non-guerre. Il va de soi que lors des contextes belliqueux comme l'été 2006 face à Israël ou la campagne en Syrie actuellement, il va de soi que le robinet iranien est tout à fait fondamental pour maintenir financièrement l'effort fourni. Néanmoins, donc, on a un développement complètement hors du commun, donc, qui est notable sur le plan idéologique, mais qui est surtout fulgurant sur le plan structurel, ce qui m'a poussé, moi, dans le cadre de mes recherches doctorales, à analyser l'évolution du mouvement à travers les théories de la résilience, cette capacité non seulement à résister, mais à continuer à se développer en dépit d'une adversité. Donc on a cette notion, enfin, cette nuance à introduire, qui ne se retrouve pas dans le vocabulaire du Hezbollah, puisque le Hezbollah, c'est la principale chose qui est marquée sur son drapeau, c'est Al-Muqawama al-Islami à Filoublan, la résistance islamique au Liban. Je pense qu'il est plus précis de parler de résilience islamique au Liban, puisque le Hezbollah est systématiquement parvenu, face à chaque crise, trauma, obstacle, à faire preuve de morphogenèse et non pas de morphostase. Morphogenèse, c'est la création d'un état plus fort que l'état antérieur à une crise, là où la morphostase serait le retour à l'état antérieur à la crise. Donc c'est bien là la nuance entre une résistance traditionnelle et la résilience. Le mot résilience n'existe pas en arabe, mais lorsqu'il est utilisé dans le jargon du Hezbollah, c'est véritablement cette idée-là qui se trouve à l'esprit. Alors, je zoome ici sur la composante armée du Hezbollah, puisque c'est elle qui est engagée en Syrie, donc création en 1982, je vous l'ai déjà dit. Les années qui suivent sont celles où la guerre civile fait encore rage, jusqu'en 1990, où le Hezbollah est contraint de se battre contre des ennemis libanais, notamment contre son rival chiite Amal à l'époque, dans le contexte de la guerre des camps, 85 et 88. À partir des accords de Taïf en 1990, les choses changent. L'effort peut être focalisé vers le front sud, contre Israël, et à partir de ce moment-là, la résistance islamique connaît un développement tout à fait extraordinaire, extra-ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un jugement de valeur ici, c'est quelque chose qui colle justement ce développement, enfin avec cette idée de résilience, c'est d'où l'usage des guillemets et du tiret qui sont importants. Les années qui suivent donc sont des années où non seulement les ressources humaines se professionnalisent de manière très impressionnante, l'arsenal se développe également de manière exponentielle, la puissance de feu et la longueur des frappes possibles se développent grandement. Le nombre d'attaques menées contre la force israélienne occupante à l'époque au sud Liban se multiplie de manière très impressionnante aussi, ce qui mène dans un premier temps au retrait unilatéral de Tsahal, l'armée israélienne du sud Liban en 2000, premier grand triomphe du Hezbollah, et le deuxième triomphe étant la fameuse guerre de 2006, la fameuse victoire divine du Hezbollah contre Israël aussi. Donc, pour essayer de dresser un bilan ou un état des lieux aujourd'hui, disons qu'en 2015 ou maintenant 2016, on peut grosso modo toujours se méfier des chiffres. Quand on vous en donne, dans le cas du Hezbollah, personne ne dispose de chiffres précis. Si on vous en donne, il faut toujours la mettre en question. Mais la plupart des spécialistes du mouvement s'accordent pour estimer les miliciens de carrière rémunérés à temps plein à cet effet, à grosso modo 20 000, 25 000 combattants. À cela viennent évidemment se greffer toute une autre panoplie de réservistes, de miliciens à temps partiel, etc. etc. Et on estime grosso modo aussi que l'arsenal actuel de la résistance islamique compterait environ 50 000 missiles et roquettes confondus. La presse israélienne diffuse régulièrement des chiffres qui doublent, voire triplent cette notion-ci. C'est du délire absolu. Il ne faut pas oublier que le Liban, c'est quand même un mouchoir de poche. C'est plus petit que la Belgique, quand même. Donc voilà. Alors, avant d'entrer de plein pied en Syrie, je pense qu'il est peut-être utile de comprendre quel a été le positionnement du Hezbollah
par rapport aux différents soulèvements populaires qui ont été appelés a posteriori, et probablement à tort, malheureusement, les printemps arabes, je pense qu'il y a une grille tripartite qui permet de comprendre comment le Hezbollah a pris position vis-à-vis des différents cas évoqués ici sur mon slide. Le Hezbollah, je pense, s'est posé 3 questions avant de prendre position. Prenons le premier cas chronologique qui est la Tunisie du président Ben Ali. Première question que le Hezbollah semble s'être posée, c'est quelle est la relation du président contesté par rapport à l'ennemi israélien? Le président Ben Ali n'était certainement pas le fer de lance de la résistance anti-israélienne, donc un mauvais point pour lui. Deuxième question, quelle est la situation des droits au Liban? Tout le monde savait très bien qu'il y avait énormément de problèmes en Tunisie, notamment au niveau de la liberté d'expression. Deuxième mauvais point pour la Tunisie de Ben Ali. Troisième question que le Hezbollah semble s'être posée, y a-t-il un risque de fitna, de discorde intra-musulmane, discorde entre sunnites et chiites, qui pourrait émerger en cas de changement de régime? La Tunisie ne comptant presque aucun chiite, en tout cas très très peu, ce risque n'existe pas, donc on se range d'office du côté de la population oppressée qui manifeste contre un oppresseur. Donc une cause qui va de pair avec l'idéologie du Hezbollah qui est révolutionnaire à la base. Donc vous pouvez faire cet exercice et appliquer cette grille de lecture à l'ensemble des cas évoqués. Vous verrez que ça colle systématiquement, avec en plus des éléments qui viennent aggraver les cas, tous les éléments que j'ai mis entre parenthèses, que je pourrais développer plus tard si ça vous intéresse. Mais donc en tout cas, retenez que dans tous ces cas-ci, le Hezbollah s'est systématiquement rangé du côté de la population et a systématiquement appelé à la chute des chefs d'État contestés. Les choses ont commencé à coincer avec la Syrie. Parce que dans ce cas-ci, 2 thèmes inhérents à l'idéologie du Hezbollah et chers au parti sont entrés en conflit. Il s'agit de la cause de la révolution. N'oublions pas que c'est un petit peu l'enfant de la révolution iranienne. Et la cause de la résistance. Alors il a fallu, les 2 thèmes étant entrés en conflit, il a fallu faire un choix. Le Hezbollah a choisi, a fait primer la résistance, et a donc décidé de s'engager en Syrie. Cet engagement a été progressif. Voici une petite chronologie qui montre dans quelle mesure cet engagement s'est profilé. Alors dans un premier temps, le Hezbollah s'est montré confiant. Il ne s'est donc pas exprimé sur les premières manifestations, il n'est pas du tout entré en scène, il était très confiant vis-à-vis de la ténacité du système de Bachar el-Assad. Une année plus tard, les choses avaient évidemment déjà dégénéré et le Hezbollah a admis avoir envoyé quelques unités dans des sanctuaires chiites, comme à Saïd al-Zainab au sud-est de Damas, et dans certains villages proches de la frontière, donc du côté syrien, des villages habités par des citoyens libanais, chiites bien entendu. Donc dans ces régions-là, il ne pouvait pas ne pas envoyer ces hommes pour essayer de contenir les attaques qui émanaient véritablement de certains flux djihadistes sunnites. Les choses se sont emballées à partir de mai 2013 avec la célèbre bataille de Kousseï qui a véritablement été un turning point dans toute la dynamique de la guerre syrienne, puisque jusqu'à ce moment-là, les médias du monde entier évoquaient quotidiennement Bachar el-Assad comme l'ultime domino cascade qui devait se casser la figure. C'était une question de jours, de semaines, de mois. Mais en tout cas, tout le monde était prêt à parier sur ce scénario-là. Or, la bataille de Kousseï a véritablement redonné un second souffle au régime et à ses alliés. Le Hezbollah s'est engagé dans cette région-là qui se trouve... Bon, mon laser ne fonctionne pas. Devrait fonctionner. Voilà, Kousseï se trouve ici. Vous voyez donc qu'on est tout près de la frontière libanaise. Le Hezbollah devait intervenir là-bas, tout simplement parce qu'il a des stocks d'armes, là-bas aussi. Tous ces stocks d'armes ne sont pas sur le territoire libanais, il faut le savoir. Donc il ne pouvait pas, évidemment, laisser cette région devenir un vivier de djihadisme sunnite. Mais, disons qu'il s'est engagé dans ce contexte-ci, dans sa première opération de nature offensive de grande échelle. C'était un véritable bain de sang. Le Hezbollah a perdu une centaine d'hommes, ce qui est énorme pour une force aussi professionnelle. Mais de l'autre côté, il y a eu 4 fois plus de victimes. Donc vous imaginez la boucherie que ça a été. Mais véritablement,
force est de constater que depuis le point de vue du régime et de ses alliés, ça en valait le prix, puisque depuis lors, le régime et ses alliés n'ont cessé de consolider leur présence dans cette partie occidentale de la Syrie. Alors, dans l'élan de Kousseï, le Hezbollah a embrayé sur sa campagne de Kalamoun. Alors Kalamoun est cette région montagneuse qui... peut-être essayer avec la souris. Voilà, le Kalamoun est cette région montagneuse qui se trouve entre Homs et Damas, également le long de la frontière libanaise et le long de cette autoroute-ci. Donc le Hezbollah a, depuis sa perspective une fois de plus, nettoyé, entre guillemets, les différentes bourgades et villages qui s'égrènent le long de cette route, de ces éléments les plus hostiles au régime, et a véritablement connu un succès dans cette campagne. Il a été extrêmement méthodique, il a fonctionné avec des unités un petit peu plus larges que d'habitude, en se munissant d'ingénieurs de combat notamment, puisque c'était une des premières fois qu'il devait fonctionner de manière inverse par rapport à la configuration habituelle de ces combats, qui se déroulent d'habitude au sud Liban, dans une optique défensive, et où lui-même tend des pièges. Il piège les maisons, les voitures, les routes, etc. Ici, c'était l'inverse. Il fallait des ingénieurs pour désamorcer les pièges tendus par les ennemis. Quoi qu'il en soit, donc, cette campagne a été un succès, mais un succès notamment aussi grâce à l'aide de forces supplétives chiites irakiennes, qui étaient venues prêter main forte au régime dans la région. Or, ces forces supplétives, à partir de juin 2014, ont dû retourner en Irak face à la montée en puissance de Daesh, au lendemain de la chute de Mossoul. Donc du coup, il y a eu moins d'effectifs disponibles pour maintenir les positions, entre guillemets, récupérées. Et de juin 2014 à mai 2015, on a eu un phénomène de ressac ou de marée, où le Hezbollah perdait, on va dire, une colline un jour donné, et la récupérait la semaine d'après, la reperdait la semaine encore après, etc., etc. À partir de mai 2015, le régime a continué à gagner du temps, le Hezbollah a pu se réorganiser et a pu essouffler les flux djihadistes sunnites et a lancé sa campagne de Kalamoun numéro 2, si je puis dire. Et c'est aujourd'hui, je pense, une région qui est très majoritairement tenue par les forces proches du régime de Bachar el-Assad. Alors je pense qu'il est très important de comprendre comment le Hezbollah est parvenu à recadrer l'identité de ses combattants. Et pour cela, je pense qu'il faut comprendre à la fois les objectifs du Hezbollah en Syrie et la manière dont son discours a évolué. Alors, très vite, l'ensemble des observateurs se sont accordés pour dire qu'il s'agissait véritablement d'une question de vie ou de mort pour le Hezbollah, que le régime Assad soit maintenu en Syrie. C'est son parapluie politique pour assurer le bon fonctionnement de son agenda résistant au Liban, mais c'est également aussi une question territoriale, puisque depuis le point de vue stratégique et la perspective du Hezbollah plus spécifiquement, il est primordial de maintenir cette bande de territoire syrienne en bordure du territoire libanais, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a de nombreuses caches d'armes qui s'y trouvent, mais en plus de ça, c'est aussi son backyard, sa cour arrière, vers laquelle il peut se réfugier, ou en tout cas il peut envoyer ses principaux ces personnes clés, entre guillemets, de son organigramme, dans des contextes de guerre ouverte de type 2006. C'est-à-dire vraiment des campagnes de bombardement massifs, Israël bombardant à sa guise le Liban, mais y réfléchissant quand même à deux fois avant d'élargir un front et en bombardant la Syrie en même temps. Donc c'est dans cette optique-là que la chose se joue. Alors le Hezbollah est un acteur qui est très terre-à-terre, très pragmatique, et qui est parfaitement conscient que personne ne gagnera la guerre militairement en Syrie. C'est important de comprendre ça. Alors, qu'est-il occupé à faire s'il n'espère pas gagner? En fait, il cherche tout simplement à impacter militairement autant que possible l'équilibre des forces sur le terrain, ou en tout cas dans les zones clés, afin de placer le régime dans une position de force lorsque des négociations crédibles seront véritablement enclenchées. Chose qui ne semble pas encore être le cas aujourd'hui. Donc voilà pour la priorité stratégique du Hezbollah. Alors c'est intéressant lorsque vous regardez cette carte-ci. Alors c'est une carte que vous devez probablement connaître puisqu'elle vient de Fabrice Balance, qui je pense est assez connu à Lyon. La carte n'est plus d'actualité. Il faudrait évidemment que Palmyre notamment soit marqué comme étant sous contrôle de l'État islamique notamment. Néanmoins, cette carte a le mérite de montrer
en quoi a consisté la stratégie de survie de Bachar el-Assad et pourquoi les choses se concentrent dans la partie occidentale du pays. Il faut bien réaliser que nous avons grosso modo 2 zones de peuplement en Syrie. Première, c'est cet axe vertical ici en vert, c'est un petit peu la Syrie vivante, la Syrie des grandes villes, qui va de Alep à Souaïda en passant par la capitale. Un axe vertical qui est relié au littoral majoritairement alawite, qui est une région évidemment clé puisque le clan Assad en provient. Et c'est véritablement sur cette région-là que se sont concentrées toutes les ressources du régime. Et d'ailleurs, celles de ses alliés régionaux aussi, puisque l'ensemble des enjeux collent à cette partie du territoire. Pour le régime, il s'agit de maintenir la route d'approvisionnement entre le littoral alawite et la capitale. Pour le Hezbollah, il s'agit de maintenir cette bande de territoire qui entoure le Liban et surtout qui longe la plaine de la Bekaa, correspond à la même zone. Pour l'Iran, la priorité, c'est de maintenir l'opérationnalité du Hezbollah vis-à-vis d'Israël, donc même chose. Et pour la Russie, il s'agit de maintenir, voire de développer sa présence navale qui se trouve au large, le long des 2 districts du littoral majoritairement alawite. Donc vous voyez que les priorités sont divergentes, mais qu'elles correspondent toutes à la même parcelle de territoire occidentale en Syrie, ce qui explique pourquoi la vallée de l'Euphrate et de son confluent le Rabour, qui est l'autre partie habitée entre guillemets de la Syrie, le centre étant une vaste étendue majoritairement désertique et stépique, a été un petit peu laissée livrée à elle-même. Ce qui explique pourquoi Daesh est parvenu à s'infiltrer et à prendre racine, entre guillemets, aussi facilement dans cette région-là. Alors, rappelez-vous la chronologie que j'ai évoquée en termes d'engagement militaire du Hezbollah. On peut maintenant voir comment son discours a évolué en parallèle. 2011, un Hezbollah tout à fait silencieux, puisque confiant que les choses ne devraient pas dégénérer en Syrie, les choses dégénèrent quand même. 2012, on envoie quelques unités dans les sanctuaires et les villages chiites, tout en respectant la fameuse déclaration de Baabda que j'ai évoquée en début de présentation, chose qui est évidemment largement déjà escamotée des 2 côtés. Mais donc l'argumentaire ici correspond bien au registre de la solidarité communautaire et du devoir religieux. En tout cas, c'est là-dessus que le Hezbollah table. Début 2013, on entend des déclarations de Hassan Nasrallah qui essaye de retomber un petit peu sur ses pattes, qui essaye de retomber dans sa zone de confort, savoir la lutte anti-israélienne, le soutien à la cause palestinienne, et où désormais envoyer des hommes en Syrie correspond en fait à défendre le Liban, la Palestine et la Syrie, puisque la Syrie est un bastion de la cause pro-palestinienne, puisque Damas hébergeait depuis longtemps, notamment un certain leadership du Hamas, etc. Fin 2013, le régime a encore gagné du temps, a encore pu œuvrer à changer la nature des forces d'opposition qui initialement étaient d'horizons très divers, qui étaient pacifistes en tout cas, et qui est parvenu à djihadiser donc ces forces d'opposition. Fin 2013, le Hezbollah parvint à monter dans un train en marche, parce qu'évidemment ça correspond en grande partie à la réalité, mais une réalité qui a été encouragée évidemment par le régime, qui est désormais de combattre la menace takfiriste, ce salafisme djihadiste qui pratique l'anathème et qui fait peur désormais à tout le monde. C'est le nouvel ennemi civilisationnel presque. Donc tout le monde en redemande de la lutte contre cet ennemi. Il s'agit donc désormais de combattre cette menace takfiriste et de prévenir la somalisation régionale, donc une sorte d'éclatement de la Syrie en une myriade de cités-États régies par des seigneurs de guerre locaux, ce qui serait in fine le sort du Liban aussi selon la perspective du Hezbollah. Alors, ces objectifs et ces discours, je pense, sont 2 éléments qui expliquent comment le Hezbollah est parvenu à encore renforcer des motivations qui étaient déjà fortes et multiples dans les rangs de la résistance islamique. Il faut bien réaliser que les hommes qui combattent sous le drapeau du Hezbollah sont politiquement engagés vis-à-vis de l'agenda de la résistance régionale contre Israël, sont religieusement endoctrinés très tôt, puisque la plupart de ces hommes ont été scouts Hezbollah et puis ont fait les écoles du Hezbollah, qui suivent à tout un programme depuis très jeune. Ce n'est pas une blague, il y a vraiment une organisation de scoutisme du Hezbollah.
Il y a donc cette dimension religieuse, mais il y a aussi, last but not least, une dépendance socio-économique à cette foule d'ONG qui fournissent l'aide sociale et qui fournissent toute une batterie de services à la communauté chiite du Liban. Quelqu'un qui, on peut très bien, en étant chiite libanais, vivre Hezbollah du berceau à la tombe. On peut être né dans une maternité du Hezbollah, faire toute sa scolarité dans leurs écoles, et se faire soigner dans leurs hôpitaux, travailler pour leurs médias ou leurs ONG, voire dans leurs composantes armées, et même être enterré par leurs pompes funèbres. Donc on peut vivre Hezbollah de A à Z. Donc il y a évidemment un système de dépendance qui s'instaure aussi. Donc au-delà de tout ça, les éléments, donc les objectifs en Syrie et le discours sur la Syrie, sont venus encore renforcer ces caractéristiques de ces combattants, puisque en effet il y a déjà le facteur religieux qui était présent, qui est très présent. Chaque homme du Hezbollah qui est mort en Syrie, il y en a eu beaucoup. C'est un seuil symboliquement important qui a été franchi, puisque en 3 ans en Syrie, le Hezbollah a perdu plus d'hommes qu'en 30 ans face à Israël. C'est vraiment beaucoup. Mais donc chacun de ces hommes qui a été enterré en grande pompe, puisque devenu martyr, a été épitaphé comme étant mort en service de djihad. La composante, la dimension religieuse est immédiatement évoquée. Je ne vous cache pas que la plupart de ces hommes éprouvent une haine viscérale d'un point de vue idéologique vis-à-vis de l'al-qaïdisme sous toutes ses formes, puisque dans le spectre de différents islams politiques, on a bien des éléments qui sont aux antipodes. Il y a le facteur identitaire qui est très fort aussi, puisque de nombreux jeunes qui s'enrôlent dans cette force armée du Hezbollah sont parfois des jeunes en décrochage scolaire ou qui se cherchent une voie dans la vie et qui finalement développent une énorme fierté du fait d'appartenir à quelque chose de plus grand, de ressentir un esprit de corps, la Asabiyya, au sein d'une telle organisation qui est très prestigieuse dans leur région. Le facteur socio-économique est évidemment présent aussi, puisque bon, je n'ai pas de chiffres à vous livrer, mais en tout cas, selon mes informations, la résistance islamique paye des salaires légèrement supérieurs à l'armée libanaise. Donc il y a déjà un incentive à, si l'on veut faire une carrière militaire, à joindre cette force-là plutôt que l'armée libanaise. Mais comme dans n'importe quelle zone du monde en guerre, il y a évidemment, dans ce genre de contexte, des primes d'éloignement, des primes de guerre, etc., qui peuvent s'accumuler à ce salaire. Donc un facteur socio-économique important et un facteur politique présent aussi, puisque la plupart de ces jeunes sont également d'accord avec la décision du parti d'avoir choisi de mener une guerre préventive en Syrie en vue de ne pas se retrouver dans la situation où il faut combattre le fameux ennemi en question sur le pas des portes des familles libanaises sur le territoire libanais. Donc une force aux motivations multiples. Je conclurai, j'espère que je n'ai pas été trop long jusqu'à présent, je termine en 5 minutes ici. En concluant, je pense qu'il est peut-être exagéré en termes d'expression, mais de dire que le Hezbollah surfe actuellement sur la vague takfiriste, tellement c'est la menace crainte par tout le monde, que ce soit au Liban ou ailleurs. Si vous regardez l'échiquier libanais actuellement, vous avez donc un clivage toujours très présent entre les coalitions dites du 8 mars, pro-syriennes et menées par le Hezbollah, et la coalition du 14 mars, qui est donc vue comme anti-syrienne et menée par le parti sunnite du courant du futur, de Hariri. Alors malgré cette opposition, alors bien sûr du côté du 8 mars, on appuie la présence du Hezbollah en Syrie, c'est logique, et du côté du 14 mars, les choses sont à nuancer, c'est-à-dire qu'au niveau des leaders des partis membres de cette coalition, Samir Geagea du côté des forces libanaises ou Hariri du côté du courant du futur, on tire bien sûr à boulet rouge sur Nasrallah pour l'engagement du Hezbollah en Syrie. Ils ne pourraient pas faire autrement, ils sont ennemis politiques jurés. Par contre, lorsque vous grattez la base partisane de ces mêmes partis, vous ressentez la même peur qui se trouve du côté du 8 mars. C'est-à-dire qu'on a quand même peur de voir Daesh débarquer devant sa maison ou dans son village. Et il y a donc une sorte de consensus tacite qui est de rigueur, qui est de mise, qui est déjà une réalité au Liban, malgré des discours discordants au niveau des leaderships politiques. Alors, ce qu'il convient de noter ici, c'est bien entendu la faiblesse de l'État libanais qui permet le développement de ce genre d'organisation, de ce genre de phénomène comme le Hezbollah,
un État libanais qui est historiquement démissionnaire à de nombreux niveaux, idéologiquement, politiquement, socialement, etc. Et au Proche-Orient, ce qui est vide ne le reste jamais très longtemps, donc un vide se remplit malheureusement très rapidement dans cette région par de l'extrémisme. On l'a du côté chiite, on l'a du côté sunnite, bien sûr aussi. En plus, nous sommes dans ce contexte d'escalade sectaire qui est très clairement alimenté, je pense que vous en avez parlé l'autre soir avec Clémentine notamment, de ce bras de fer que se livrent actuellement l'Arabie Saoudite et l'Iran pour une sorte de nouvelle hégémonie sur le Proche-Orient, depuis la disparition de l'Irak et la quasi-disparition de la Syrie. Donc voilà, je pense que je vais en rester à, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, je crois que je vais en rester ici, mais je vous présente cette deuxième carte qui provient également de votre collègue lyonnais, Fabrice Vallant, qui est également à actualiser, puisque Palmyre n'est pas en vert, or elle est bien sous contrôle de l'État islamique. Les régions au sud de Tikrit, en revanche, ont été récupérées par les milices chiites irakiennes, mais quoi qu'il en soit, elle peut peut-être servir de base à des questions et réponses liées à l'État islamique, dont j'ai moins parlé, même si elle figure dans le titre, dont je suis disposé à parler aussi. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Amari. Je vous remercie d'être présent ce soir. Il va nous parler des prises d'otages et du terrorisme vers la fin d'une gestion démocratique des prises d'otages. Merci. Bonjour à tous. Alors, on m'a confié la lourde tâche de remplacer au pied levé David Cumin. Du coup, je me suis dit que j'allais vous livrer quelques réflexions sur les prises d'otages qui sont mon sujet de thèse à Lyon 3. Voilà. Alors, on va dépasser un petit peu le cadre du Moyen-Orient, on va y revenir un peu, et ce qui me semble intéressant sur le sujet des prises d'otages depuis, on va dire, ces 30 dernières années, c'est l'impact qu'a eu le terroriste Al-Qaïda sur la façon dont on les traite aujourd'hui et dont on essaye de les résoudre. On va s'intéresser principalement aux prises d'otages de masse, plus qu'aux prises d'otages individuelles, toutes les opérations de type siège que vous avez pu voir parfois à la télévision, la dernière en date, Bamako, Ouagadougou, ce genre de choses. Voilà. Les prises d'otages, c'est un sujet très peu étudié en droit. Alors moi je suis juriste, donc ce sera forcément d'un point de vue assez juridique, mais très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène qui est arrivé en Europe avec la prise d'otage de Munich en 72. Et la prise d'otage de Munich en 72, elle est hyper intéressante parce qu'elle montre à quel point les polices européennes n'étaient absolument pas préparées à ce nouveau phénomène. On n'était pas prêts, et quand arrivera plus tard le terrorisme d'Al-Qaïda, on aura tiré beaucoup de leçons des erreurs qu'on aura fait dans le passé. Munich, pour ceux que ça parle pas trop, c'était 11 otages, pris en otage par Septembre Noir, qui déboule à Munich, et toutes les erreurs possibles et imaginables en matière de prise d'otage vont être faites pendant la prise d'otage de Munich. À savoir, les preneurs d'otages prennent 11 otages, en exécutent 2 immédiatement et en prennent 9 et commencent un bras de fer avec le gouvernement israélien et les autorités allemandes. Les autorités allemandes ne sont pas prêtes, n'ont pas de police spécifique, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, il est en Allemagne interdit de faire intervenir l'armée sur le territoire national, ce qui pose un vrai problème. Du coup, ils vont laisser la gestion de la crise à des policiers qui sont d'habitude plus habitués à faire la circulation et à faire la police municipale. Évidemment, ils sont sous-équipés. Évidemment, ça tourne au drame. Le gouvernement israélien refuse de négocier. Il demande la libération, les terroristes demandent la libération de prisonniers politiques palestiniens. Le gouvernement israélien refuse de négocier. Le gouvernement allemand insiste pour que le gouvernement israélien négocie, mais malgré ça, le gouvernement israélien ne veut rien en faire. Et surtout, ça se passe à Munich, en plein Jeux Olympiques. Et du coup, vous avez les télévisions du monde entier qui filment la scène. Depuis le début, aucun contrôle des médias, rien du tout. Cette prise d'otage, elle va se finir sur le tarmac de l'aéroport d'à côté. Les policiers étant sous-équipés, il va y avoir une multitude d'erreurs sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce serait trop digresser, mais on perdra la vie de tous les otages. Les 9 otages meurent, la plupart des terroristes meurent aussi. Et les 3 terroristes qui sont arrêtés seront libérés plus tard, parce qu'il y aura une deuxième prise d'otage d'un avion, ou encore par Septembre Noir, qui dira, bon, vous libérez nos frères que vous avez emprisonnés en Allemagne, sinon on exécute les gens de l'avion. Du coup, il n'y aura jamais de procès pour cette prise d'otage. Là où c'est intéressant, c'est que
on est rentré dans une... À cette époque-là, si vous voulez, on n'était pas en guerre contre le terrorisme en Europe. Et à partir du moment où on n'était pas en guerre contre le terrorisme, on avait une gestion qui était encore assez démocratique, une prise d'otage, si j'ose dire. On n'employait pas les mêmes méthodes que les dictatures. Et c'est là-dessus que je voudrais séparer mon propos en deux parties distinctes. En quoi un peu Al-Qaïda a changé la donne, comment, quand on est rentré dans une logique de guerre, la réponse des États démocratiques ne risque-t-elle pas de se calquer sur les réponses des États autoritaires en ce qui concerne les prises d'otages terroristes. En premier, je pense que c'est important de revenir sur quelques prises d'otages rapidement. On a eu d'abord un vrai souci d'épargner les otages, tant que les preneurs d'otages négociaient. Et c'était pas du tout le mode d'Al-Qaïda, donc c'était plutôt un peu avant. En 1976, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'étiez pas tous nés, il y avait la prise d'otage de Djibouti, dite de la Loyoda, et c'était une époque où on prenait des vrais risques pour sauver des otages, des risques qui étaient parfois fous. C'est une prise d'otage où un bus avec des enfants de militaires français à Djibouti est pris en otage. C'est un bus scolaire, il y a une trentaine d'enfants. Les terroristes l'amènent sur la frontière avec la Somalie. Et ils disent, bon bah voilà, on veut l'indépendance de Djibouti, on veut que la France renonce à Djibouti. Évidemment, la France refuse. La France envoie le GIGN. Et le GIGN, après un long siège face aux terroristes, qui évidemment sont soutenus par l'armée somalienne de l'autre côté, sans surprise, le GIGN fait un pari fou. Ils disent, on a 5 preneurs d'otages, on va prendre 5 tireurs d'élite et on va abattre les 5 preneurs d'otages en 1 seconde. On va tirer tous ensemble, on les tue tous, on sauve tous les otages. Il y avait de l'idée dans le plan. Ça s'est pas trop mal terminé, ils ont bien réussi à tuer les 5 dans la même seconde. Le problème c'est qu'il y avait un 6e qui était allongé au sol, ils ne l'avaient pas vu. Le 6e terroriste aura le temps de tuer un otage et d'en blesser grièvement un 2e enfant qui perdra la vie un peu plus tard. Ils finiront par le neutraliser. Mais voilà, c'était une époque où on prenait des risques pour sauver des otages. Et la vraie volonté derrière ce genre d'opération, c'était de sauver les otages, avant tout. Vous remarquerez quand même que dès le début, c'est des plans où on n'essaye pas de capturer les preneurs d'otages, on les neutralise, l'essence même du plan est d'abattre les preneurs d'otages. Il y aura quelques autres prises d'otages comme ça qui vont démontrer la volonté de faire durer la situation si besoin et de sauver les gens. Le 30 avril 80, l'ambassade d'Iran à Londres est prise en otage. Ça donnera lieu à l'opération Nimrod derrière. Après 5 jours de siège, les terroristes abattent le premier otage. À ce moment-là, les Anglais interviennent. Ils vont libérer tous les otages, ils en perdront qu'un seul. Et ils abattront 5 des 6 terroristes, ils en capturent un. Ça fait la renommée des services britanniques, du SAS, parce que tout était filmé, on avait droit vraiment à une... C'était très médiatique, on voyait les militaires en rappel sur les façades, c'était la première fois qu'on voyait ça. Mais ce qui était important, c'est que les Britanniques, encore une fois, ils ont laissé 5 ou 6 jours la situation durer. Le but n'était pas de terminer la situation, le but était de sauver les gens. Tant que les gens n'étaient pas menacés, ils ne sont pas intervenus, ils n'ont pas employé la manière forte. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé actuellement. En 1994, c'est Marignane en France, avec le vol AF 89-69, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où 4 terroristes à Alger prennent un avion français, enfin entre guillemets avec beaucoup de Français en otage. L'avion sera dérouté sur Marseille, et à Marseille on fait intervenir le GIGN. Mais on le fait intervenir que parce qu'on a acquis la conviction, après 48 heures pratiquement, qu'ils vont abattre les otages et que c'est maintenant qu'il faut intervenir, et pas avant. On n'a pas essayé de couper court, entre guillemets, à l'opération. Et enfin, il y a eu dans un autre genre de gouvernement démocratique, si j'ose dire, c'était intéressant de voir la prise d'otage de Lima en 1996. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'ambassade du Japon a été prise en otage par le MRTA de Tupac Amaru. Donc 14 terroristes qui prennent 800 personnes en otage lors d'une réception. Et là, le siège va durer du 17 décembre 1996 au 22 avril 1997. Pendant 4 mois, vous avez un siège. Et on n'a rien fait parce qu'aucun otage n'a été mis en danger. Et parce que pendant tout ce temps, à force de négocier, ils ont obtenu la libération progressive de tous les otages, pratiquement. C'est qu'à la fin, où il reste moins d'une centaine d'otages sur les 800 initialement, ils en ont libéré 700 par la négociation au cours de 4 mois. Qu'ils interviendront, le gouvernement péruvien intervient avec ses forces spéciales, ils vont tuer 13 des 14 terroristes, en capturer un, et là je livre une réflexion qui viendra appuyer le propos plus tard. Le chef des terroristes, on va retrouver son cadavre avec 50 balles dans la tête. 50 balles dans la tête, est-ce qu'il y a une vengeance des services de police? Peut-être, parce qu'il les a fait tourner pendant 4 mois. Vous verrez que c'est quelque chose qui... En tout cas, c'est une question qu'il est légitime de se poser à l'heure où, en France, on est en train de faire un peu la même chose, parfois.
Donc tout ça pour dire que tant qu'on avait un vrai souci d'épargner les otages, on arrivait à plutôt bien les sauver, on faisait durer des situations. Et Al-Qaïda va tout changer. Il va tout changer parce qu'il va nous mettre dans une situation où on accepte d'être en guerre, où on admet qu'on est en guerre contre ces gens-là, et à ce moment-là, notre réponse est beaucoup plus brutale, et quand notre réponse est beaucoup plus brutale, on perd beaucoup plus d'otages. Pour vous donner des éléments de comparaison, je vais prendre des États qui se considèrent en guerre, et c'est souvent des dictatures. Vous avez eu d'autres prises d'otages. En Colombie, en 85, le palais de justice est pris en otage par des rebelles armés. Dans le palais de justice, il y a 12 juges de la Cour suprême, il y a plus de 200 ou 300 otages. Et la réponse de l'armée colombienne, qui est en guerre contre ces gens-là, donc ils ont vraiment une logique de guerre derrière, pour libérer les otages, c'est de prendre un char d'assaut, de mettre le canon du char d'assaut à travers la porte du building et ils tirent avec un char pour libérer les otages. Évidemment, ils mettent le feu au bâtiment, ils tuent plus de 100 otages, et c'est pas les terroristes qui ont tué les otages, c'est vraiment le gouvernement dans son mode d'opération, mais à ce moment-là, le gouvernement n'a aucune considération pour la vie des otages. Ils sont en guerre contre des rebelles armés, et ils sont prêts à tout faire pour ça, pour tuer les rebelles armés, et ils n'attendent pas non plus. Le siège ne dure pas, il n'y a pas de négociation, on entre très vite dans le vif du sujet, si j'ose dire. Vous avez deux autres crises qui sont intéressantes avec les Russes, cette fois. Le Nord-Est en 2002, la prise du théâtre de Moscou. Cas très intéressant parce qu'ils ont laissé le siège durer 3 jours, mais il n'y a eu quasiment aucun otage exécuté par les preneurs d'otages. Il y en a eu 1 ou 2 et on soupçonne qu'ils aient essayé de s'échapper, donc c'était pas vraiment une exécution pure. Et pourtant, les Russes, après 3 jours de siège, ils décident d'envoyer un gaz narcotique à l'intérieur et d'attaquer le bâtiment. Ils vont faire plus de 120 morts. Aucun par arme de guerre, entre guillemets. Tous les morts sont morts du gaz. L'affaire est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'arrêt Finogenov et autres contre Russie de 2011. Et c'est, à ma connaissance, la seule décision de justice au niveau international sur une prise d'otage. Très intéressante, d'ailleurs, où la Cour européenne des droits de l'homme ne veut pas s'immiscer dans la façon dont la Russie a géré la prise d'otage, mais uniquement admettra que les moyens médicaux n'ont pas été mis en place pour sauver les gens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce point-là, la Russie n'a vraiment rien mis en place. Ils n'avaient pas d'ambulance, ils n'avaient rien pour sortir des gens qu'ils allaient gazer, alors qu'à Lima, en 1996, on avait déjà envisagé la possibilité d'utiliser le gaz, et les Américains avaient dit à cette époque-là aux Péruviens qu'il leur faudrait à peu près 3 ambulances par otage pour avoir une chance de sauver des otages après l'usage de gaz. Ce qui n'était... Donc tout le monde le savait, et les Russes n'ont absolument pas prévu le dispositif médical pour pallier à l'arme qu'ils utilisaient pour soi-disant libérer les otages, plus certainement tuer les preneurs d'otages qui n'ont même pas essayé de tuer les otages alors qu'ils voyaient le gaz arriver. Ils auraient pu retourner leurs armes contre les otages et ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de déposer les armes, de se coucher par terre, ils ont tiré sur les fenêtres pour essayer de ventiler la salle et c'est tout ce qu'ils ont fait. Beslan en 2004, c'est encore plus parlant sur la façon dont certains États autoritaires gèrent les prises d'otages. On a eu 300 morts, donc c'est une école, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement russe, à ce moment-là, annonce qu'ils veulent libérer les otages, et ils envoient des gens avec des lance-flammes et des lance-grenades pour libérer les otages. Ça laisse relativement rêveur sur le prix accordé à la vie des otages. En revanche, c'est certains qui voulaient se débarrasser des preneurs d'otages. Et dans un autre genre, plus récemment, In Amenas en 2012, vous avez entendu parler de ça, beaucoup d'otages particulièrement étrangers sont morts à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est la réaction du gouvernement algérien sur cette question. Et pourquoi le gouvernement algérien a réagi de la façon la plus brutale qui soit. Les Algériens avaient très mal vécu Marignane, où les Français les avaient dépossédés entre guillemets de la crise et avaient forcé l'avion à atterrir à Marseille. Donc dès que cette crise a eu lieu, ils ont voulu la gérer eux-mêmes et par leur méthode. Et il faut se mettre à la place des Algériens, ils sont en guerre contre le terrorisme. C'est quelque chose qu'ils vivent dans une réalité beaucoup plus quotidienne que la nôtre. À ce moment-là, ils décident de se débarrasser en priorité des preneurs d'otages, avant de sauver les otages. Et à un moment de la crise, vous avez un convoi avec des terroristes qui retournent vers le site gazier. Et sur ce convoi, on sait qu'il y a des otages, on voit les otages, ce sont des boucliers humains. Pourtant, le gouvernement algérien donne l'ordre aux hélicoptères d'envoyer des roquettes sur le convoi et de détruire les terroristes. On se doute bien qu'en envoyant des roquettes sur le convoi, on se débarrasse des otages aussi. Mais ce n'était pas le but recherché. Le but recherché, c'était vraiment de se débarrasser des terroristes. Et c'était un peu le but de ce point sur les dictatures, c'est de dire, en Europe, on fait quoi quand il y a une prise d'otage? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai pas la réponse et j'aurais certainement pas la prétention de pouvoir juger le travail de nos forces de l'ordre et de nos gouvernants,
Mais je pense que ça mérite réflexion parce qu'on est de plus en plus en train, en Europe, à partir du moment où on a eu le terrorisme d'Al-Qaïda qui est rentré dans nos vies, qui nous a fait vivre plus ou moins directement ce que c'est que le terrorisme, on est de plus en plus tenté par des solutions radicales comme ça. Le but, de plus en plus dans les prises d'otages, c'est de les terminer le plus vite possible, au mépris le plus total des pertes humaines. Et du coup, je voudrais livrer quelques réflexions pour vous. Vous avez évidemment la prise d'otage qui était une première en son genre des frères Kouachi et de Koulibaly. Celle-ci, elle est particulière parce que vous avez 2 prises d'otage en simultané, et le motif de la seconde prise d'otage, celle de Koulibaly, c'est de laisser les frères Kouachi s'en aller. Donc il était très difficile d'intervenir dans l'une sans que ça devienne explosif dans l'autre. En sachant que les frères Kouachi avaient un otage et qu'ils n'étaient pas au courant. Évidemment, BFM TV s'était occupé de le faire. C'est très intéressant aussi, si vous êtes intéressé par ces questions, de vous pencher sur le rôle des médias et l'évolution du rôle des médias dans ce genre de crise. Une partie des leçons en termes de médias aura été retenue notamment pour le Bataclan. Mais ce qui est intéressant sur les frères Kouachi et Koulibaly, c'est que vous avez une interview de Denis Favier, qui est un général du GIGN, qui commandait d'ailleurs les forces du GIGN sur l'opération de Marignane, qui s'exprime peu avant l'assaut contre Koulibaly et qui dit que tout sera fait pour les prendre vivants. Et c'est très intéressant parce que chacun est libre de juger si tout a été fait pour les prendre vivants, mais vous avez quand même des images de France 2 où Koulibaly sort en tirant. Donc il sort en tirant, il se fait entre guillemets descendre par le GIGN sans surprise, mais une fois qu'il est par terre, on voit quand même un gendarme du GIGN qui vide un chargeur complet sur la personne qui est au sol. Est-ce que la personne était encore une menace? Est-ce que ça reflète vraiment la volonté de tous les prendre vivants? Je sais pas. Peut-être qu'il avait une ceinture d'explosifs, hein, il n'y a pas d'ironie dans mon propos, peut-être que c'était il fallait s'assurer qu'il ne se fasse pas sauter, qu'il ne mette pas en danger la vie des hommes de la gendarmerie. Mais on ne peut pas dire qu'on essaye, à mon sens, il est difficile de défendre, qu'on essaye de tous les prendre vivants. Et quand on voit ce qui s'est passé à Lima avec un chef terroriste qui prend 50 balles dans la tête, il y a une forme de vengeance de la démocratie contre ces gens. Ils nous prennent en otage, ils prennent en otage l'autorité publique. C'est considéré souvent comme un affront fait à la puissance publique, la prise d'otage. Vladimir Poutine le disait très bien, hein, qu'il ne laisserait pas le prestige de la Russie se ternir dans l'arène internationale. Pour lui, c'était ça, la prise d'otage, et c'était sa façon d'y répondre. Est-ce qu'on est en train de faire pareil? Je ne sais pas. On a eu un assaut à Saint-Denis, donc qui n'est pas directement une prise d'otage en novembre, qui a fait beaucoup couler d'encre. Vous avez vu, on avait 4 ou 5 personnes suspectées de terrorisme, on a envoyé la BRI. Ils ont tiré plus de 5000 cartouches face à des gens. Pour l'instant, on n'a retrouvé qu'un revolver du côté des terroristes. On a retrouvé des impacts de balles sur les boucliers des policiers, mais pas du bon côté des boucliers. Ils étaient probablement en train de se tirer dessus. Il y a des vraies questions. Il y a des vrais débats à avoir sur est-ce que le terrorisme, est-ce que l'État islamique et Al-Qaïda sont à ce point prégnants dans nos vies pour que les réponses que leur apporte la démocratie soient celles-ci, soient des réponses ultra violentes, tout le temps, systématiquement. Est-ce que peut-être que c'est la bonne solution? Je ne suis pas forcément toujours convaincu. Le Bataclan, c'est difficile d'en parler parce que c'est pas vraiment une prise d'otage au sens où ça a été très très vite, il n'y a pas eu de négociation. Le but c'était de tuer des gens, donc il fallait intervenir vite, et c'est difficile de reprocher quoi que ce soit sur le Bataclan. En revanche, sur des faits annexes, on peut s'interroger, je ne sais pas si vous vous souvenez de 2 autres faits pour conclure. Au Mali, il y avait une prise d'otage le 7 janvier 2011, 2 Français sont morts, Antoine de Léaucourt et Vincent Delory. Les 2 célébraient le mariage de l'un, ils sont pris en otage dans un restaurant de Bamako, et une jeep avec les djihadistes s'enfuit dans la brousse. Ils seront rattrapés par l'armée française. Les 2 otages vont perdre la vie au cours du sauvetage manqué de l'armée française. Antoine de Léaucourt est mort abattu par les membres d'Aqumi. Ça c'est sûr, et Aquimi l'a revendiqué. En revanche, Aquimi n'a jamais revendiqué la mort de Vincent Delory. Ce qu'on sait, c'est que Vincent Delory est mort, brûlé vif dans la Jeep, et on sait que l'hélicoptère français a tiré un missile sur cette Jeep, en sachant que Vincent Delory était à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des images qui ont été déclassifiées, tout n'est pas encore déclassifié, la famille de Vincent Delory se bat pour avoir la vérité. Je ne dis pas qu'ils ont fait un mauvais choix au niveau de l'armée française, je ne sais pas quelles informations ils avaient, mais il n'y a aucune coopération vis-à-vis de la justice des forces armées vis-à-vis de la justice sur cette affaire-là.
Ça pose des questions qu'on tire sur un de vos concitoyens qui n'a strictement rien fait. Les otages sont innocents, ils n'ont rien fait, et on leur a tiré dessus pour neutraliser d'autres terroristes. C'est des discussions intéressantes qu'il faut avoir. Et dans un fait beaucoup plus récent, vous avez peut-être suivi aux actualités, les États-Unis ont mené un raid en Libye très récemment qui a tué 42 membres de l'État islamique en Libye. Tout le monde s'en est félicité, notamment il y avait beaucoup de Tunisiens parmi les morts qui étaient présumés des terroristes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a noté une autre information à propos de cette attaque ou pas? Ah, il y a 2 Serbes. Qui parle des 2 Serbes? On a tué 2 Serbes, 2 otages serbes étaient dans ce bâtiment. Apparemment, c'était su, tout le monde savait qu'il y avait 2 Serbes, et à aucun moment, la vie de ces Serbes n'était pas en danger, on n'a pas tenté de les libérer, on a fait une opération pour tuer des membres de l'État islamique en Libye, en sachant qu'il y avait 2 otages à l'intérieur qui n'étaient pas directement menacés. On a choisi que ces 2 otages-là, ces 2 vies ne comptaient pas autant que l'opportunité de tuer 48 djihadistes, dont un chef important de l'État islamique. Je ne peux pas vous dire si c'est un bon ou si c'est un mauvais choix, j'en sais rien. En revanche, je pense que ça mérite qu'on accorde un peu plus que 3 lignes au fond d'un journal sur ces 2 Serbes, parce qu'ils n'ont absolument rien fait, ils étaient là au mauvais endroit au mauvais moment, et il y a quand même quelqu'un qui a décidé que leur vie n'était pas aussi importante qu'un objectif militaire. Il y a beaucoup de questions où on pourrait passer des heures sur la prise d'otage, j'aimerais beaucoup. C'est vraiment comme ça, à chaud, quelques réflexions. Si jamais vous avez des questions, je suis disposé à y répondre. Et je m'excuse pour le manque de préparation pour tout ça. Merci pour tout. Bien, bonsoir à tous. C'est difficile de prendre la parole après trois exposés aussi instructifs et aussi savants. Mais bon, on va essayer de faire ce qui est possible. On va prendre un point de vue qui est beaucoup plus général que celui qui a été adopté jusqu'ici, puisqu'on va parler de l'Occident face au terrorisme de l'État islamique aujourd'hui. Alors, premier point que je précise d'entrée de jeu, l'Occident, c'est effectivement une notion qui est confuse, qui est imprécise, qui est sujette à controverse. Donc je vais parler plus spécifiquement de la France. Donc la France face au terrorisme de l'État islamique aujourd'hui. À mon sens, c'est 2 choses. C'est d'abord l'Occident, la France, face à une nouvelle modalité du terrorisme, et non pas face au terrorisme tout court. Et c'est finalement la France face à elle-même. Donc l'Occident face à une nouvelle modalité du terrorisme, parce qu'on ne précise jamais assez, en parlant de l'État islamique et du thème du terrorisme, que l'Europe connaît depuis très longtemps le bruit des bombes. Déjà à la fin du XIXe siècle, les attentats anarchistes faisaient bien plus de dégâts, bien plus de morts que les attentats islamistes aujourd'hui. Donc l'Europe et le terrorisme, c'est une vieille histoire, ça ne démarre pas avec janvier et novembre 2015. Donc c'est bien plus l'Occident face à une nouvelle modalité du terrorisme que face au terrorisme tout court. Pourquoi une nouvelle modalité du terrorisme? Parce que tout d'abord, le terrorisme tel que le pratique l'État islamique, le groupe de l'État islamique, puisqu'il ne faut pas dire l'État islamique, c'est pas Joran Navi, le terrorisme tel que le pratique le groupe de l'État islamique, c'est un mode d'action qui est couplé en fait avec les méthodes conventionnelles. C'est en ça que c'est révolutionnaire. L'État islamique a une armée conventionnelle, en Irak, en Syrie, procède à des conquêtes territoriales, à une guerre qu'on peut qualifier de conventionnelle dans ses modalités, et en complément de cela, le groupe de l'État islamique mène des actions terroristes. Donc les actions terroristes de l'État islamique ne prennent de sens, de valeur, que si elles sont recadrées dans une stratégie plus globale de l'État islamique qui comprend des moyens guerriers conventionnels. C'est ça qui me paraît assez important de noter. La stratégie de Daesh, c'est toujours cette balance entre 2 leviers, le levier terroriste d'une part, et le levier conventionnel d'autre part. Il y a eu un renversement de cette balance à la fin de l'année 2015, puisque les attentats contre Charlie Hebdo qui ont été menés en janvier étaient le fruit de loups solitaires. Ça a été revendiqué a posteriori par l'État islamique, mais c'était des loups solitaires, alors que les attentats contre le Bataclan et à Paris en novembre 2015 étaient commandités, organisés par l'État islamique. C'est une différence qu'il est très important de noter, dans la mesure où ça illustre le renversement de stratégie menée par l'État islamique, c'est-à-dire que
le combat conventionnel, en guillemets, qui est mené en Irak, en Syrie, Daesh est en train de le perdre aujourd'hui. L'Irak, la Syrie, Bachar al-Assad appuyé par les Russes, les Kurdes, etc., sont en train d'enfoncer Daesh, et l'État islamique perd du terrain très clairement en Irak et en Syrie aujourd'hui. C'est pourquoi il accorde beaucoup plus d'importance aux actions d'intimidation, aux actions terroristes menées hors sol, en Europe notamment, et le repositionnement en Libye. Et donc ce renversement de stratégie, c'est-à-dire la prise d'importance du levier terroriste par rapport au levier conventionnel que Daesh est en train de mener, il est tout à fait important à noter et il illustre ce caractère toujours dual de la stratégie de l'État islamique. À la fois une stratégie qui a un levier conventionnel et à la fois une stratégie qui a un levier terroriste. Deuxième raison pour laquelle l'Occident a à faire face à une nouvelle modalité du terrorisme, c'est que le terrorisme actuel prend la forme de ce qu'on appelle une techno-guérilla. L'État islamique, c'est quoi? C'est la première agence de communication au monde. C'est rien d'autre que ça. Daesh mène une stratégie de communication sur laquelle repose toute son efficacité et toute sa force combative, en définitive. Et cette alliance de moyens assez rustiques, parce que les combattants de Daesh sont équipés, mais ne sont pas équipés comme peuvent l'être les armées américaines, françaises ou autres, ces moyens rustiques sont toujours couplés avec des moyens de communication, des moyens technologiques qui sont, eux, très performants, par contre. Et c'est justement le fait que la mondialisation mette à portée de groupes non étatiques des moyens qui, eux, étaient auparavant les moyens privilégiés de groupes, enfin, d'État, qui est important à noter. La techno-guérilla, c'est l'alliance, finalement, de moyens rustiques, de moyens insurrectionnels, pour faire court, avec des moyens beaucoup plus performants technologiquement, beaucoup plus technologiques, finalement. Et donc, Daesh, en quoi est-ce qu'il constitue une nouvelle modalité du terrorisme? C'est que, d'une part, via justement ces outils de communication et cette propagande que Daesh fait, Daesh remet en question finalement la figure du guerrier telle qu'on la connaissait avant Daesh. Est-ce que le terroriste qui commet les attentats du Bataclan est un criminel ou est-ce que c'est un soldat? Est-ce que c'est un militaire au même titre qu'un militaire français mais appartenant à Daesh? Ou est-ce que c'est un vulgaire bandit qui viendrait de condamner sans autre forme de procès? C'est une vraie question. C'est une vraie question, et ça illustre encore une fois les deux leviers que Daesh utilise, le levier conventionnel et le levier terroriste. Et finalement, cette nouvelle modalité du terrorisme à laquelle on a à faire face, c'est-à-dire qu'il est couplé avec des moyens conventionnels, elle nous pousse à redéfinir nos modes opératoires. Et c'est là véritablement l'enjeu auquel l'Occident a à faire face aujourd'hui, c'est que nos modes opératoires, tels qu'ils ont été constitués jusqu'ici, ne paraissent plus être suffisants pour répondre à la menace que constituent le djihadisme et le terrorisme tel que l'État islamique le pratique. Or, la redéfinition de nos modes opératoires, de nos modus operandi, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur nos logiciels mentaux et la façon dont on appréhende le monde. Et c'est ce pourquoi Daesh change notre vision du monde. C'est pas simplement un ennemi comme les autres, parce que dans la mesure où il nous pousse à redéfinir nos modes d'action, il nous pousse dans le même temps à redéfinir notre façon d'envisager les choses, d'envisager le monde. Et donc c'est pour ça que je disais au début de mon propos, que l'Occident face à l'État islamique, c'est finalement l'Occident face à lui-même. C'est-à-dire que ça nous pousse à nous remettre en question et à revoir la façon dont nous-mêmes on envisage les choses. Les crises qu'ont constitué les attentats de janvier et de novembre 2015 sont finalement des catharsis, des opportunités de nous laver en guillemets nos impuretés stratégiques, des fautes stratégiques dont qu'on a pu commettre jusqu'ici. Et ces impuretés stratégiques dont je parle, c'est finalement le gigantesque vide stratégique dans lequel on est plongé depuis le début de la guerre froide. Je m'explique très brièvement. Au début de la guerre froide, comme vous le savez tous, l'arme nucléaire rend impossible la confrontation directe entre les deux grands, et les force donc, respectivement, à adopter des stratégies indirectes, des confrontations par acteurs interposés, ou du moins sans déclaration de guerre formelle. C'est donc une profonde modification de leur mode opératoire, et l'exemple le plus frappant de cette transformation des modes opératoires, c'est l'entraînement à l'armement par les Américains des premiers combattants djihadistes contre l'URSS.
Et là, on rejoint la question du terrorisme, c'est-à-dire que les modes opératoires aujourd'hui utilisés par les combattants djihadistes, ils sont finalement inspirés de nos propres techniques, nos propres schémas tactiques qu'on a employés contre l'URSS au début de la guerre froide. Et c'est en cela qu'aujourd'hui on croit découvrir Daesh, on croit découvrir le djihadisme moderne, mais on redécouvre rien du tout. On découvre simplement ce que nous-mêmes on a mis au point il y a 60-70 ans. Et pourtant on est surpris de faire face à un ennemi qu'on paraît ne pas comprendre. Et finalement, cette surprise, elle est, comme disait justement Joran dans son propos, elle est bénéfique, malgré effectivement toute l'horreur et toute la tristesse qu'on peut ressentir et qu'on doit ressentir face aux actions de Daesh. Cette surprise à laquelle on est confronté et cette remise en question à laquelle on est forcé, elles sont bénéfiques. Elles sont bénéfiques pourquoi? Parce qu'elles nous font sortir de la torpeur stratégique dans laquelle on était plongé jusqu'ici. Par torpeur stratégique, j'entends notre incapacité structurelle à imaginer un grand dessin et à imaginer de nouveaux schémas mentaux justement pour affronter ce nouveau terrorisme. Donc finalement, comme je disais, l'Occident face à l'État islamique, c'est l'Occident face à lui-même. Et finalement, l'Occident face à lui-même, c'est deux grandes questions. Je vais finir mon propos sur deux grandes questions, ça lancera peut-être le débat. Si on va redéfinir le schéma stratégique qu'on doit adopter face à cette nouvelle modalité du terrorisme, c'est deux questions, à mon sens, c'est critiquable, qu'on doit se poser. C'est d'abord qui est l'ennemi, puisque comme je l'ai dit, est-ce que c'est un criminel ou est-ce que c'est un soldat? Qui est l'ennemi? Aujourd'hui on sait que c'est le salafisme radical, pas le salafisme radical, ce qui est différent. Qui est l'ennemi? Et deuxième question, c'est comment le vaincre? Comment le vaincre? Et ça passe, c'est justement un peu la question que vous abordiez en parlant des prises d'otages, c'est quelles sont les limites morales que l'on s'accorde, et est-ce que la victoire, c'est uniquement une question technique, de matériel, d'articulation entre armée de masse ou forces anti-insurrectionnelles, etc. Ou est-ce que c'est pas davantage une question de réarmement moral? C'est peut-être là qu'est la clé. Voilà. Ces deux questions, elles sont ouvertes, elles lanceront peut-être le débat qui va suivre, et je repasse tout de suite la parole à Estelle. On va passer maintenant au temps des questions. Je vous demanderai de faire des questions précises, concises et une question par personne, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Alors, ma question s'adresse à le roi. Je me demandais pourquoi le Hezbollah finalement n'aurait pas fait le pari de la chute de Assad, puisque la relation avec Assad était purement stratégique, elle n'a pas toujours été facile, notamment à l'époque de son père déjà, des relations tendues. Et vu le crédit qu'avait le Hezbollah après la guerre en 2006 dans le monde arabe, pourquoi finalement il s'est décidé à gâcher ce crédit, sachant que peut-être il aurait pu être soutenu par des rebelles modérés qui n'ont pas été rejoints tout de suite par Al-Nusra et par l'État islamique. Merci pour votre question. Alors vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Que la relation Hezbollah-Assad n'a pas été toujours au beau fixe, puisque durant les années de guerre civile, il faut savoir que l'Iran et la Syrie se battaient au Liban à travers des acteurs chiites pour contrôler cette communauté chiite. Donc la Syrie soutenait à l'époque le mouvement Hamal, tandis que l'Iran promouvait le Hezbollah. Il y a donc eu des affrontements sanglants entre le Hezbollah et l'armée syrienne durant ces années-là. Néanmoins, durant la guerre des camps, le Hezbollah s'est imposé militairement sur Hamal. Il y a eu une hiérarchie, une hiérarchisation entre les deux acteurs chiites libanais qui s'est faite. Mais suite à cela, le régime syrien a imposé aux deux formations de faire liste commune aux élections. Ils sont donc devenus des alliés forcés, si vous voulez, d'un certain point de vue. Ceci étant dit, le Hezbollah n'a pas fait le pari de la chute du système du régime Assad
tout simplement parce qu'il le connaît extrêmement bien, et n'importe quelle personne qui connaît bien à la fois le Liban et la Syrie est très vite consciente du degré d'enracinement du système instauré par le clan Assad, puisqu'il s'agit d'une oligarchie familiale en fait. Hein. Le régime est, avant d'être autocratique, c'est une oligarchie familiale qui a complètement infiltré les services de renseignement, l'armée, etc. Et même si l'individu Bachar el-Assad devait disparaître pour une raison X ou Y, on a 3 décennies de boulonnage d'un appareil qui ne peut pas être juste remplacé par autre chose. Donc, dans aucun cas de figure, moi je ne crois à un changement de régime en Syrie. Même d'ici 5 ou 10 ans, on aura peut-être quelque chose, un régime de nature relativement proche qui aura fait certaines concessions lorsque la conjoncture internationale et locale sera faite, mais on n'aura pas un changement de paysage radical. C'est impossible vu la manière dont les choses sont enracinées. C'est ça qui explique justement cette persistance du cas syrien, là où Hosni Moubarak est tombé en Égypte, Ben Ali en Tunisie, etc. etc. Donc la nature du système empêche ce genre de pari. Donc l'Occident est très mal informé lorsqu'il s'est imaginé que voilà, c'était juste l'ultime domino cascade qui allait tomber. C'était en tout cas certainement pas gagné d'avance. D'autant plus que dans le cas du Hezbollah, oui, il y a avant tout une alliance stratégique avec la Syrie, mais les liens se sont quand même réchauffés avec les années, et on parle depuis maintenant de nombreuses années de destins liés entre les deux. Et l'épisode guerrier de 2006 a créé une dette dans le chef du Hezbollah vis-à-vis de la Syrie, puisque lors du rallye de la victoire que j'ai évoqué là tantôt, justement, la Syrie a été remerciée pour avoir non pas commencé à lancer des roquettes contre Israël non plus, parce que ça n'aurait aucun sens d'un point de vue militaire, mais en tout cas, le territoire syrien bordant le Liban a servi de backyard à la résistance islamique. Ça a été une des clés de la réussite de l'entreprise du Hezbollah à cette époque. Donc il y a une véritable dette que le Hezbollah estime être en train de payer actuellement aussi. Voilà. J'aurais une question par rapport à la prise d'otages, aux otages en général. Je peux le faire sans micro, ça vous en fait. Je vais parler fort comme ça tout le monde pourra m'entendre. Pour les otages, est-ce que la question c'est pas plutôt est-ce qu'un autre paradigme ne pourrait pas être de se dire plutôt qu'un otage qui est innocent, est-ce que l'otage n'est pas juste inconscient? Je vais clarifier le propos. Dans la mesure où le fait d'être passif quand il y a des conflits ou des prises de position à prendre. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Allemagne, au final, on a souvent vu que la passivité des populations face au régime nazi n'empêchait pas les gens de se dire bah oui, mais ils sont passifs, ils font rien pour changer le fait qu'il y a un monstre à leur tête. C'est aussi leur responsabilité. Donc est-ce que le paradigme, ce ne serait pas plutôt le paradigme de l'inconscience de l'otage? Et comme ça, derrière, je me dis, si on évite de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est injuste d'être touché, parce qu'on est tellement innocent, derrière, on ne peut pas mieux même guérir de ses blessures. Je crois percevoir votre question. Peut-être pas complètement, mais je vais essayer d'y répondre en tout cas. Le problème de l'otage, c'est que c'est un être humain. C'est quelque chose que tout le monde oublie assez facilement. Il est jamais responsable de sa situation dans 90% des cas. Alors peut-être certains diront qu'il y en a qui sont inconscients, qui sont allés se promener dans des régions du monde dangereuses, mais on ne peut pas vraiment dire que l'otage a une responsabilité. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il faudrait le voir comme un être inconscient, c'est à mon avis une des choses les plus dangereuses à faire. C'est mon opinion. Vous avez les prises d'otages, vous avez un tripode. Vous avez un otage, vous avez une autorité qui négocie souvent, donc ça peut être un État, ça peut être une entité privée parfois, et puis vous avez un preneur d'otage. Et le vrai problème, c'est à partir du moment où l'otage est vu par le preneur d'otage et par l'État comme une marchandise négociable. À partir de ce moment-là, vous niez complètement la condition humaine de l'otage et vous acceptez de rentrer dans le jeu du preneur d'otage qui dit voilà, j'ai pris cette personne,
pour vous ennuyer, pour vous extorquer ceci. À partir du moment où vous rentrez dans ce jeu-là, complètement, franchement, vous pouvez dire, bon, bah, je sacrifie cet otage, je ne me soucie pas de cet otage. Est-ce que l'otage est vraiment insouciant? Je ne sais pas. Je pense que c'est des situations probablement... alors, c'est toujours difficile de quantifier l'horreur, mais la prise d'otage, c'est probablement la situation la plus éprouvante que traverse un être humain. Ceux qui en sortent vivants, donc déjà, bon, sur les prises d'otages terroristes, le pourcentage est particulièrement faible. En règle générale, ça reste quand même moins 10 à 12% des otages, en tout cas depuis 2000. Sur les 400 Européens qui ont été pris en otage entre 2000 et 2015, il y en a 12% qui ont perdu la vie à peu près. Les 90% qui vivent, les témoignages sont frappants. C'est un traumatisme tellement important que ça détruit généralement leur vie, leur couple. Ils se réveillent toutes les nuits. C'est vraiment des situations qui sont très, très, très difficiles. Elles sont subies, elles sont jamais choisies. Est-ce que l'otage devrait être entre guillemets inconscient? Est-ce qu'il devrait... Certains, d'une certaine façon, arrivent à passer au-delà, il me semble. Vous avez des otages qui arrivent à s'enfuir, et vous avez des otages qui rentrent dans une mécanique de résistance vis-à-vis du preneur d'otage et qui arrivent vraiment à sortir, je trouve, de ce cercle vicieux et à dire je ne suis pas une marchandise d'eux-mêmes, je vais me battre. La plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de le faire, n'ont pas les ressources pour le faire non plus, et subissent complètement des situations qui ne durent pas nécessairement très longtemps et qui ne leur en laissent pas le temps. Il y a beaucoup de prises d'otages qui se terminent en 24 heures ou en 48 heures. Je ne sais pas si on peut vraiment... je ne suis pas sûr de souhaiter qu'on considère désormais l'otage comme quelque chose de passif, si j'ose dire. Pour moi, malgré son rôle extrêmement passif, l'otage devrait être le plus grand acteur de cette histoire, parce que c'en est la première victime. Avant l'État, avant nos intérêts nationaux stratégiques menacés, il y a une vie humaine derrière, et comme je le dis assez souvent, et c'est peut-être très démagogique et tout ce qu'on veut, mais c'est très facile de dire bon, on n'a qu'à sacrifier cet otage, etc. à un moment X ou Y quand on ne le connaît pas. Mais cet otage, c'est le frère, c'est la sœur, c'est le père de quelqu'un. Et quand je suis sûr et certain, à 200%, qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui sacrifie un otage si c'est un membre de sa famille, quel que soit l'intérêt national en jeu, pas un seul. Et on a facilement tendance à dire oui, ils n'étaient pas là au bon endroit au bon moment. Ça reste des gens, ça reste des membres de la société française ou internationale en tout cas. Et je ne pense pas qu'il faille les voir comme des êtres passifs, mais peut-être que c'est une clé de lecture. Bonsoir, ma question s'adresse à Monsieur Leroy. Elle fait suite d'ailleurs au discours hier de Hassan Nasrallah. C'est qu'à travers les partis politiques, les chéquiers qu'on peut voir, il n'y a pas vraiment une sorte de conflit entre les familles, comme la famille Seoud, la famille Assad, la famille Berri qui a accédé au pouvoir grâce à des mariages, notamment avec les intellectuels chiites, et la famille Ahmad qui s'occupe du blanchiment d'argent, par exemple du Hezbollah. Il n'y a pas vraiment un échiquier, un combat entre les familles. J'ai compris vos explications, mais j'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a un vrai conflit qui est... Au sein du Hezbollah, vous voulez dire? Non, au sein du Liban, du Moyen-Orient, on a un conflit entre les familles. Est-ce que la chose a été clarifiée? Il y a des études là-dessus, on a identifié les protagonistes importants. Ouais, je crois que justement, vous avez tout à fait raison de citer donc, les grandes familles, les plus puissantes en tout cas de la région. Mais le Hezbollah est justement une force qui a bâti sa réputation justement sur un autre paradigme, c'est-à-dire que même son secrétaire général qui est tellement glorifié dans ses zones d'influence est lui-même issu d'une petite famille tout à fait, on va dire, issue d'un milieu très modeste, etc. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de familles, bien sûr qu'il y a des familles puissantes qui sont alliés ou membres ou partisans du Hezbollah, mais je suis toujours pas sûr d'avoir compris exactement quel est le paramètre de votre question sur lequel je peux répondre. Est-ce qu'on connaît clairement les familles qui dirigent, qui prennent les têtes des partis politiques au Liban? Les connaissez-vous? Oui, mais en tout cas, c'est clair qu'au Liban, quand on vote jamais pour un programme politique. On vote pour un visage, on vote pour une famille. Donc si on est sunnite, on vote Halili parce que c'est Halili, point. Même chose pour la plupart des leaders chrétiens, les Jemaïs, etc. Dans le cas du Hezbollah, c'est probablement le seul parti dont
l'électorat peut parler d'un programme politique. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment de choses... c'est ce qui caractérise justement ce phénomène, c'est qu'il a une idéologie qui est extrêmement bien boulonnée, quoi. Et chose qui ne se retrouve que très peu finalement dans le restant du paysage libanais. Allez m'expliquer la différence entre la plupart des partis chrétiens au Liban. Pas évident. C'est uniquement une histoire de clan, de famille, quoi. Voilà. Je rejoins tout à fait votre commentaire. Merci, j'ai apprécié très honnêtement toutes vos interventions. Alors ma question elle s'adresse, en fait j'ai une question pour deux intervenants, deux questions, pour monsieur Leroy, c'est ça. Alors j'ai juste une question en fait par rapport à la menace tekfiriste. Vous avez parlé un moment, je n'ai pas saisi en fait quoi représentait cette menace. Et finalement, est-ce que le Hezbollah, qui dirige le Liban, honnêtement, aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il y a presque deux États dans un, justement, j'arrivais pas à voir la distinction. Et l'autre question pour l'étudiant, alors je sais pas le nom, oui, alors, juste, pardon, monsieur Emery. Monsieur Emery, alors. Juste par rapport à la guerre asymétrique, en fait, on parlait beaucoup de guerre asymétrique pendant un moment. Alors je sais pas si on peut encore parler aujourd'hui de guerre asymétrique, justement, comme tu l'as évoqué. Oui, excusez-moi. Ah oui, pardon, excusez-moi. Désolé. Parce que vous n'écoutez pas en plus, parce que je le regardais. Désolé. Alors, je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Ouais, excuse-moi, parce qu'en fait, on parle. Oui, parce qu'en fait, justement sur les questions stratégiques, on parle beaucoup de guerre asymétrique. Je pense que tu sais mieux que moi. Justement, est-ce qu'aujourd'hui on est encore dans ces conflits asymétriques, ou vraiment, vu que ce que tu as évoqué par rapport à la stratégie de Daesh, on est à la fois sur un levier conventionnel, un levier en fait un peu terroriste par les actions d'opérateurs un peu non conventionnels. Voilà. Donc, lorsque j'évoquais la menace takfiriste dans le vocabulaire du Hezbollah, il s'agit principalement de Daesh et évidemment de Jabhat al-Nusra aussi, puisque c'est sur le terrain, surtout Jabhat al-Nusra, que le Hezbollah est amené à combattre, notamment dans la fameuse région de Kalamoun, où se déroule l'essentiel des combats dans lesquels la résistance islamique a été engagée ces derniers temps. Ça répond à votre question. Donc takfiriste, ça veut dire qu'il pratique l'anathème, donc ce qui caractérise justement les mouvements salafistes djihadistes tels que Daesh, qui ont donc cette prétention de pouvoir juger l'islamité d'un musulman. Et donc, en gros, voilà, si on n'est pas en accord avec le projet d'un... Voilà. Parce que c'est le terme que le Hezbollah utilise intentionnellement pour ne pas tomber dans le piège de la critique du sunnisme. Parce que évidemment le risque de fitna est énorme au Liban, c'est déjà un équilibre très précaire à maintenir. Depuis le début de son émergence, le Hezbollah invite à ne pas tomber dans le piège de la fitna, qui est évidemment quelque chose de systématiquement encouragé par les ennemis du Liban, Israël, les États-Unis, etc. Donc ça c'est le discours habituel. Et donc le Hezbollah insiste sur ce terme-là pour ne pas froisser trop des sunnites qui sont déjà extrêmement froissés par ces actions en Syrie. Et il utilise aussi ce terme parce que ça évoque toute l'horreur de Daesh, donc ça parle à la planète entière. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer avec l'évolution du discours, mais je n'ai peut-être pas résumé la chose comme telle. Entre le début de son engagement en Syrie et la situation actuelle, le Hezbollah est donc parvenu à gommer cette valeur négative qui consiste à aider un régime autocratique et sanguinaire qui a fait un nombre incalculable de victimes, beaucoup plus que Daesh n'en a fait d'ailleurs, et de mettre en emphase cette valeur positive qu'est la lutte contre ce monstre appelé Daesh. Voilà pour un petit peu la première question. Votre deuxième, qui dirige le Liban? Alors ça c'est une question très compliquée. D'abord,
savoir que le système politique libanais est avant tout caractérisé par le confessionnalisme politique. On a 18 communautés confessionnelles officiellement, constitutionnellement reconnues au Liban. Les postes clés de l'État sont répartis en fonction de l'appartenance confessionnelle et du poids que ces communautés représentent réellement, même si tout cela est basé sur un recensement qui date de 1932, qui n'est donc plus d'actualité, mais les chiffres démographiques sont le plus grand tabou qu'il puisse avoir au Liban. Donc on a en réalité un triumvirat à la tête de l'État qui consiste à avoir un président de la République chrétien maronite, un président du Conseil des ministres, donc un Premier ministre sunnite, et un président du Parlement chiite. En tout cas, la donne actuelle et qui est en vigueur depuis déjà longtemps maintenant, ce qui explique aussi que le Liban n'a pas pu être frappé par cette vague des printemps arabes. Il n'y a pas un chef d'État autocratique qui essaie de rendre une république héréditaire comme en Égypte, etc. Et alors, pour parler de l'échiquier politique, j'ai évoqué les coalitions du 8 mars et du 14 mars. Ces deux coalitions sont essentiellement divisées par rapport au positionnement vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis du statut des armes du Hezbollah, qui reste le seul arsenal hors du contrôle de l'État depuis les accords de Taïf qui ont mis un terme à la guerre civile. Et donc ces deux formations, dans le contexte actuel qui est donc caractérisé surtout par ce bras de fer que se livrent les deux acteurs iraniens et saoudiens, il faut savoir que l'Iran appuie donc la coalition du 8 mars, tandis que l'Arabie saoudite appuie le 14 mars d'une manière générale. Donc j'espère que ça répond à votre question. Pour la question sur la symétrie, en fait, la guerre symétrique, c'est un peu un mythe, de toute manière. Parce que même à la Renaissance, où on pouvait penser que les armées occidentales étaient symétriques, justement, tout à fait symétriques dans la culture et dans les moyens, il y avait déjà la recherche constante de la symétrie. Je prends un exemple très rapide, la flotte hollandaise, pour combattre la flotte anglaise, a inventé les premiers IED, engins explosifs improvisés, en balançant des tonneaux de pétrole à la mer pour enflammer les bateaux anglais. Donc là, c'était déjà de la symétrie. La guerre symétrique, c'est un peu un mythe, dans le sens où, comme l'illustre cet exemple-là, anglais-hollandais, la victoire, elle est souvent permise par l'acquisition d'un moyen asymétrique pour surprendre et détruire le centre de gravité ennemi. Maintenant, aujourd'hui, l'accent, du moins surtout en Occident, il est porté sur le duo renseignement-force spéciale. C'est dans la manière de faire la guerre, dans le mode opératoire, justement, c'est la fin de la masse, comme vous pouvez la chercher pendant la guerre froide. On revient sur ce modèle-là et on essaie de couper au maximum un renseignement efficace, immédiat, avec des forces rapides, rustiques et petites surtout, de petites dimensions, donc les forces spéciales. Il n'y a qu'à voir l'évolution des budgets de la défense pour voir où sont clairement mis les efforts. Et justement, ce qui est amusant de voir, c'est que, alors qu'on pourrait penser qu'on est plus que jamais dans les guerres asymétriques, justement, on va inconsciemment, il y a une certaine symétrie qui s'installe, dans le sens où le modèle qui est recherché par la mise en avant des forces spéciales, c'est finalement la recherche de la symétrie avec les méthodes insurrectionnelles qui sont employées par notamment les djihadistes. C'est-à-dire que c'est des petites unités rustiques qui sont totalement autonomes, très équipées technologiquement, c'est peut-être là qu'est la symétrie, mais le couple, pour lutter contre l'insurrection, il n'y a rien de mieux que la contre-insurrection, qui est elle-même de la guerre insurrectionnelle. Donc c'est un peu la guerre symétrique-asymétrique, c'est pas une vraie question. Le modèle le mot qui est plus juste d'employer, à mon sens, c'est techno-guérilla, l'assemblage d'unités contre-insurrectionnelles, rustiques, avec un très haut niveau de technologie. Voilà, si ça répond à ta question. Du coup, j'avais d'autres questions. Donc déjà, merci pour l'intervention de qualité. Donc c'est une question ouverte, si quelqu'un peut apporter une réponse. J'aimerais savoir comment vous expliquez que le groupe État islamique est dans ses rangs énormément de femmes et recherche à recruter énormément de femmes comparé à Al-Qaïda. Donc ma question c'est vraiment par rapport à l'évolution de Al-Qaïda, des stratégies. J'aimerais vraiment savoir comment vous expliquez que le groupe État islamique est beaucoup plus de femmes que ça. Tout d'abord, je sais que les médias parlent beaucoup de ce phénomène, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des études qui permettent de mesurer la différence de l'effectif
féminin au sein des rangs d'Al-Qaïda et celui de l'État islamique. Je pense que la seule différence, c'est le rôle joué par les médias sociaux. Le phénomène des foreign fighters, des combattants étrangers, a toujours existé, et il existera toujours. Pourquoi est-ce que l'État islamique a provoqué ce genre de flux dynamique dans des proportions sans précédent? Je pense que le rôle des médias sociaux a été déterminant pour ceci. Et je pense que c'est également ces nouveaux médias qui ont davantage exposé le cas des femmes et qui donnent donc cette impression que tout d'un coup on a un phénomène d'une nouvelle nature. Or, je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est une hypothèse. Hein. Personne ne peut vérifier ça véritablement de manière empirique et chiffrée, je pense. Alors, je rejoins parfaitement cette intervention. Il y a une deuxième hypothèse qui me semble intéressante aussi. Il ne faut pas oublier, quand on parle de l'État islamique, on se concentre uniquement, parce qu'on est un peu dans cette logique d'opposition à voir l'ennemi, et on considère l'État islamique comme une organisation terroriste, à juste titre, d'accord. Ils font des horreurs. Mais l'État islamique, c'est plus qu'une organisation terroriste. Ça va bien plus loin que ce qu'a fait Al-Qaïda. L'État islamique, peu de gens en parlent, mais il y a un programme social derrière. L'État islamique, il ne vous propose pas, comme Al-Qaïda, je vais caricaturer, d'aller vivre dans une cave pour combattre les Américains, dans une grotte dans les montagnes. L'État islamique, il paye un salaire aux combattants étrangers. Le concept de leur société, c'est quand même que le logement, la nourriture, les vêtements sont gratuits. Il y a presque un programme, ça paraît bizarre, hein, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, mais il y a un programme qui touche presque au communisme chez l'État islamique, enfin en tout cas de redistribution. Il y a un vrai programme social, ils veulent construire un État, ils veulent faire quelque chose. Peut-être, si tant est qu'on puisse prouver en effet qu'il y ait plus de femmes à l'État islamique qu'à Al-Qaïda, que cet aspect-là aussi, le fait de construire quelque chose, attire aussi plus facilement des femmes que le programme un peu rustre de l'Al-Qaïda, qui était quand même très limité à vivre dans des grottes. Juste pour compléter aussi ce que disait du coup monsieur, au niveau de l'État islamique, ce qu'il faut aussi envisager, et c'est vraiment compris dans le programme social, c'est que c'est une société qui se met en place. L'idée, c'est de mettre une société en place, et mettre une société en place, c'est du coup éduquer les jeunes. En éduquant les jeunes, on impose, en fait, on ancre dans l'esprit de ces jeunes un certain État, ce fameux État islamique, ce fameux califat magnifié. Pourquoi des femmes? Tout simplement, et ça je suis désolée pour les filles qui se trouvent dans la salle, mais une femme, ça fait des enfants. Voilà. Et il y a cet aspect très mercantiliste, en fait, de la femme qui est aussi mise en avant sur place, c'est-à-dire que c'est bien pour ça que les femmes étrangères sont très rapidement mariées une fois arrivées sur place. C'est que tout simplement, une fois que entre guillemets, des enfants sont faits, un certain nombre de générations d'enfants sont procréés. Je suis désolée d'être très calculateur dans ma façon de voir les choses. Vous pouvez les entraîner, vous pouvez les éduquer dès l'enfance, vous pouvez les former pour que ces enfants n'aient connu de 0 ans, entre guillemets, jusqu'à 5 ou 10 ans, que l'État islamique. Alors la question qui vient après, en fait, pour moi, c'est de se dire, finalement, si demain on lance cette lutte pour démanteler l'État islamique en Irak et en Syrie, allez, disons, à échéance 3-4 ans, puisque c'est un peu ce dont parle un certain nombre de spécialistes locaux, à savoir pas avant 3 ou 4 ans de réussir à démanteler l'État islamique. Que deviendront du coup les enfants qui sont nés depuis juin 2014 sous l'État islamique? Ils auront 5 ans, 6 ans. Pour vous rappeler, vous, c'était un peu l'âge à laquelle vous entriez en CP. Hein. Vous commenciez quand même à devenir un peu conscient de la société, ou tout du moins de la vie dans laquelle vous étiez. Que faire, entre guillemets? Comment ces enfants, comment leur faire prendre conscience voilà qu'il y a certaines choses qui ne peuvent être faites, alors que, entre guillemets, papa et maman, ils faisaient cette chose-là pendant 5 ou 6 ans. Voilà. La question,
Pour moi, la question est là, en fait, plus au-delà de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, c'est de savoir demain qu'est-ce qui se passera. Voilà, c'est demain, que va-t-on faire après? On va s'arrêter là, je suis désolée. Vous pouvez continuer à poser des questions aux intervenants si vous voulez à la sortie. Il y a un buffet oriental juste pour vous. Je tenais à vous remercier d'avoir été aussi présents durant ce colloque. C'est très touchant. Voilà. Merci beaucoup.